Donc bonsoir à tous, merci d'être ici, merci pour votre invitation. C'est vrai que ça me fait vraiment plaisir d'intervenir pour la FIS. Je trouve que depuis 2009-2010, il y a très peu de choses sur l'astrologie du côté de la FIS. Ça a vraiment baissé à partir de ce moment-là. C'est dommage, il y aurait à mon avis pas mal de choses à dire, je dirais encore, et même plein de nouveautés à ajouter. Donc je suis très content d'être ici. Et donc je lance. Et voici ce dont je vais vous parler ce soir. On va faire ça tranquillement, on va commencer doucement avec une introduction à l'astrologie. On va se poser la question pourquoi tester l'astrologie, parce qu'on a peut-être différents publics dans la salle, donc c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui me demandait ce qui se passait ce soir, et il me disait « Ah bon, mais ça se teste l'astrologie ?» C'est pas forcément une question évidente. Je vais rapidement évoquer l'effet Barnum, que je définirai. Et puis, on parlera donc de quelques objections des astrologues, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord pour qu'on teste l'astrologie. Il y en a qui pensent qu'il faudrait, d'autres qui pensent que ça ne sert à rien, d'autres que ce n'est pas possible. Et puis, je vous présenterai quelques tests pour vous montrer quand même ce qui a été fait. Et puis, on terminera. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? C'est bon, je parle assez fort? Ok. Bon, super. Qui suis-je? Ouais, c'était mystérieux. Enfin, ça arrivait juste après, en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient de m'inviter à la FIS, en fait? Parce que j'ai un parcours très particulier, puisque je suis moi-même un ex-astrologue. Donc, j'ai pratiqué l'astrologie, j'ai cru en l'astrologie il y a une vingtaine d'années, et puis je suis rentré en contact avec le monde des astrologues. J'ai été membre de l'équipe de la Fédération des astrologues francophones pendant 8 ans, ce qui fait que ça m'a mis au contact vraiment du monde astrologique. Et moi, j'étais très curieux, on va dire, je posais beaucoup de questions, j'avais une formation un peu scientifique, j'étais en philo à ce moment-là, et l'astrologie, ça marchait tellement bien que je comprenais pas qu'il n'y en ait pas de partout, quoi. Enfin, tellement c'était évident en fait. Et puis, je me suis pas rendu compte de la difficulté de la chose, mais pour aller très vite, je schématise, je me suis dit, il faut qu'on la prouve, quoi, parce que c'est tellement évident. Et donc, je me suis mis en tête de vouloir prouver l'astrologie. Et comment m'y suis-je pris? J'ai commencé par le début, c'est-à-dire que j'ai commencé, on va dire, par essayer de tout vérifier. Parce que j'avais l'habitude de pratiquer de certaines façons, mais finalement je faisais comme la tradition un petit peu l'avait transmis, je faisais un peu comme les autres, et puis j'étais pas toujours d'accord sur certains points. Et ça a commencé comme ça, mais le problème c'est que, donc je vais très vite, mais à force de vérifier les choses, j'ai commencé à voir tout ce qui n'était pas fondé, tout ce qui n'était pas justifié, tout ce qui correspondait à des choix de personnes plus qu'à des faits. Il y avait certaines contradictions, j'ai commencé à mettre à jour des erreurs dans la pratique, et petit à petit, j'ai perdu ma croyance, et j'ai fini par sortir de l'astrologie, en me rendant compte que j'avais de meilleures explications à proposer finalement à tout ce que je trouvais extraordinaire auparavant, que des explications, on va dire, surnaturelles. Et donc, ce parcours m'a amené à devenir sceptique, mais un sceptique qui connaît le sujet vraiment de l'intérieur. Donc, j'ai amené des compétences techniques au monde sceptique. Et aujourd'hui, vraiment, j'essaye de... Moi, mon rêve, ça serait de modéliser la croyance astrologique en général, de voir comment elle fonctionne. Et c'est vrai que j'ai pas besoin de l'hypothèse d'une influence astrale. Il n'y a pas besoin pour ce que font les astrologues et les résultats qu'ils ont. C'est mon avis, je pourrais l'argumenter de plein de manières. Et donc ce soir, on va parler d'expérimentation. Alors d'abord, pour qu'on sache bien de quoi on parle, qu'est-ce que l'astrologie? Parce que c'est pas forcément évident. Donc l'astrologie, ça ne se limite pas du tout aux horoscopes de presse. Très souvent, quand on ne connaît pas le sujet ou la discipline, c'est le contact qu'on a avec l'astrologie par le biais des horoscopes de presse, donc des prédictions. En fait, l'horoscope, c'est vraiment une mini-branche qui dépasse d'un monument qui a déjà des milliers d'années et qui est très vaste, très complexe, très technique. Enfin bon, c'est compliqué. Si vraiment on parle de l'astrologie telle que la pratiquent les astrologues, c'est-à-dire qu'ils font des consultations, qu'ils reçoivent des personnes, très concrètement, ils partent du principe que la position des astres, alors quand on dit des astres, pas tous, certains, pas les mêmes pour les astrologues, pour les uns et les autres, mais en tout cas des astres en général, renseignerait
soit sur des événements qui se produisent, que des personnes vivent, ou alors la forme de personnalité qui se développe chez les gens. Donc ça, c'est les postulats de l'astrologie. En général, l'astrologue monte ce qu'on appelle le thème de naissance, c'est-à-dire une carte qui place les positions des astres en gros au moment de la naissance, et selon où se trouvent les astres, il en tire des interprétations. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Et quand il a la personne concernée devant lui, il en parle avec, parce que la personne est d'accord, elle n'est pas d'accord, et ça permet de se poser des questions un peu sur soi, sur la vie, et ce genre de choses. Donc on a besoin de repérer les astres en astrologie, d'où les schémas que je vous ai mis ici. Si vous avez déjà vu des zodiaques dans la presse ou ailleurs, en fait, on retrouve ces 3 repérages en général. On peut d'abord, si on veut repérer les positions des astres, se demander où est-ce qu'ils sont dans le ciel. Alors par rapport aux étoiles ou par rapport aux signes astrologiques, c'est pas exactement la même chose. Et si on fait ça, par exemple, là je ne sais plus quelle date j'ai pris, mais à cette date-là, les astres pouvaient être repérés dans les signes astrologiques qui sont indiqués ici. Donc il faut imaginer une bande qui entoure la Terre et à travers laquelle on verrait les planètes. Par exemple, là, Mars était en Balance. Et ici, Pluton était en Lion. Ça, c'est si on repère la position des astres, on va dire, quand ils tournent autour du Soleil. Mais aujourd'hui, là, par exemple maintenant, je ne sais pas si on voit la Lune, par exemple, mais si on voit la Lune, où est-elle par rapport à nous? Donc en ce moment, l'Est, ça doit être là-bas, mettons qu'elle soit ici. Dans 2 heures, elle sera là. Et puis, dans 10 heures, elle sera sous l'horizon. Et pour les astrologues, c'est un second repérage qui va permettre de sortir de nouvelles interprétations. Et ce repérage-là, c'est le repérage de la sphère diurne, en fait. C'est-à-dire que la Terre, en 24 heures, fait un tour sur elle-même. Donc les astres paraissent, en fait, parcourir le ciel en 24 heures. Mais c'est juste une illusion d'optique. Ce repérage, c'est celui-ci. Donc il débute à l'ascendant, c'est pour ça que l'ascendant est si important pour les astrologues, vous en avez peut-être entendu parler. Et à partir de l'ascendant, on n'a pas des signes, mais on a 12 autres cases qui sont ce qu'on appelle les maisons astrologiques. Et ça permet de donner de nouvelles interprétations, notamment, d'après les astrologues, sur par exemple les domaines avec lesquels on aurait des affinités plus naturelles qu'avec d'autres. Donc un astrologue vous dira qu'avec telle planète dans telle maison, vous êtes peut-être fait pour telle activité, voire tel travail. Et puis, quand on regarde les choses depuis la Terre, comme si elle était au centre du cosmos, comme on le pensait dans l'Antiquité, en fait, donc les planètes semblent autour de nous, donc c'est comme si on mettait la Terre là au centre. Et il y a un troisième repérage qui est important pour les astrologues. Alors, est-ce qu'on voit mon curseur ? Oui, on le voit. Donc celui de droite. Et là, si vous voyez, en fait, elles sont comme si elles étaient sur un cercle, par rapport au centre, en fait, on peut regarder quels sont les angles qu'elles font entre elles. Et ces angles-là, les astrologues les interprètent encore, parce qu'ils partent du principe que ça met en relation des astres, et donc il y a encore des interprétations à en tirer. Donc un astrologue, c'est quelqu'un qui sait utiliser tout ce dont je viens de vous parler, qui s'est initié à ça, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps pour se familiariser avec le système, et puis qui, en recevant les gens, va pouvoir leur parler d'eux, en prétendant dire la réalité des choses. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Et en fait, ce que vous voyez en général, c'est plutôt des images... donc je suis en train de parler de la technique. Bon, tant pis. Voilà, c'est cette image-là que je voulais vous montrer. Si on réunit donc les 3 images d'avant, en fait, ça donne ce genre de représentation que vous avez peut-être plus l'habitude de voir. Donc en fait, quand l'astrologue est là-dedans, lui, il sait qu'il y a 3 repérages différents, et ça va lui permettre de proposer plein d'interprétations. Donc ça, c'est juste pour vous montrer à quel point la pratique de l'astrologie, c'est technique. Et là, j'ai vraiment fait les bases, c'est la surface des choses, et on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin dans la technique. C'est pour ça aussi que l'astrologie a souvent un peu l'image d'une technique presque scientifique, parce qu'il y a des angles, il y a des chiffres, on parle des astres, donc ça, c'est de l'astronomie, plus ou moins. Ça, c'est quelque chose, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, c'est très élémentaire sur le plan scientifique, ce que je viens de dire, sur le plan mathématique même. Et pour ce qui est du plan scientifique, on va en reparler beaucoup après. Et si vous regardez l'horoscope de presse, normalement, vous n'avez pas du tout cette image-là.
C'est pour ça que souvent les horoscopes, les astrologues rejettent même les horoscopes de presse en disant mais c'est quelque chose qui est aberrant, qui ne devrait même pas exister, même sur le plan astrologique. Donc c'est un petit peu dans le désordre, mais je voulais donc vous montrer que la pratique de l'astrologie c'est technique. Et en fait, quand les expérimentations vont essayer de porter sur l'astrologie, ça portera très peu sur les horoscopes de presse, ça va plutôt porter sur des questions liées à ce dont je viens vous parler. On va vraiment parler de ça. Quand on est astrologue, dans la grande majorité des cas, on a donc ce système technique qu'on va interpréter, et c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille. Et donc, en général, les astrologues disent bien qu'ils ne font pas de la voyance. La voyance, c'est officiellement une forme de don. On aurait la capacité de sentir, de voir, de prévoir l'avenir. L'astrologue, lui, officiellement, non. En fait, il est dans son système. Il fait tourner ses planètes pour regarder où elles sont. Par exemple, là, les planètes, elles sont là au moment de la naissance de quelqu'un. Mais s'il va voir l'astrologue aujourd'hui, l'astrologue va rajouter les positions des planètes aujourd'hui. Et puis il va recommencer à se demander, aujourd'hui elles sont dans quel signe, dans quelle maison, etc. Et ça donne encore de nouvelles interprétations. Donc il y aura toujours des astrologues qui vont vous dire, si, moi je suis voyant. En général, ce sont soit des exceptions, soit des cas rares. En tout cas, en général, les astrologues n'ont pas besoin de ça. Donc quand on va tester l'astrologie, par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, l'idée c'est pas de tester un don. L'idée, c'est vraiment de tester une technique et puis de voir s'il y a quelque chose derrière ou pas. Donc l'astrologie des 12 signes astrologiques, c'est vraiment celle qu'on rencontre dans les horoscopes de presse. Elle est essentiellement portée sur une forme de caractérologie. On peut en faire de l'événementiel. Avec la consultation, c'est la même chose, mais en beaucoup plus compliqué. Parce que ce qu'on appelle, si vous êtes du signe du Verseau, par exemple, ça veut dire que le Soleil était dans le signe du Verseau quand vous êtes né. Mais Mercure peut être dans n'importe quel signe, Vénus aussi, Mars aussi, Jupiter, et donc ça fait des interprétations qui s'ajoutent aux autres, et donc c'est à l'astrologue d'essayer de bidouiller un petit peu là-dedans, de se repérer. Ce soir je vais parler de l'astrologie, mais c'est vraiment un abus de langage. Il faut vraiment comprendre qu'il y a des tas et des tas d'astrologies différentes. Donc la plus répandue, c'est celle dont je vais vous parler, c'est celle la plus connue aussi en Europe et dans l'Occident en général. Si on prend l'astrologie chinoise, c'est complètement différent. L'astrologie en Inde, c'est encore autre chose. Et il y en a sûrement ailleurs, des astrologies aussi. Et même rien qu'en France, il y a peut-être une dizaine de courants astrologiques différents, avec des astrologies qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres, certaines qui sont incompatibles, certaines qui sont créées par des astrologues parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les autres astrologies. Et c'est vraiment un casse-tête monumental en fait. Mais donc quand on dit l'astrologie, c'est vraiment façon de parler. Parce qu'en fait, il y en a des tas. Alors, pourquoi tester l'astrologie ? Alors, une mauvaise raison, ça serait de la tester pour montrer qu'elle est fausse. Parce que il faut quand même pas que les gens aillent se fourvoyer et se faire manipuler, etc., etc. Alors, on peut penser ça, moi je suis pas loin de le penser, mais c'est vrai que c'est pas terrible pour avoir une approche objective des choses, donc on peut aussi essayer de se poser. Quand on s'intéresse déjà un petit peu à tout ce qui a été fait, on sait que l'astrologie a du mal à passer le test, et donc ça peut être quelque chose d'acquis qu'en fait elle n'est pas vraie. Donc les astrologues vont dire que si, elle marche très bien, et puis il y en a d'autres qui vont dire que non. Donc dans ces cas-là, on peut juste essayer d'informer les gens, leur montrer que quand on teste, que se passe-t-il ? Donc c'est ce dont on va parler là. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est quand on parle avec des astrologues, en général, pour les astrologues, l'astrologie n'est pas une croyance. Alors c'est super intéressant, même si j'en parlerai pas là, mais quand on leur demande, mais alors si c'est pas une croyance, qu'est-ce que c'est ? C'est là que ça devient plus compliqué, et ils ont beaucoup de mal à le définir. Mais si c'est plus qu'une croyance, ça doit intéresser, je dirais, tout intellectuel, tout scientifique, toute personne qui se dit, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore découvert. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même tester, voir ce que prétendent les astrologues. Mais à mon avis, ça a commencé comme ça, parce qu'on ne sait jamais. Donc, il y a des astrologues qui disent que oui, en fait, on ne teste pas l'astrologie, parce que vous vous rendez compte, si on montrait qu'elle était vraie, la science montrerait qu'elle a tort, qu'elle n'a rien compris, et ça remettrait trop en question les scientifiques. Et donc, vraiment, il y a des astrologues qui pensent vraiment que c'est pour ça qu'on ne teste pas l'astrologie.
Donc je pense qu'à la fin de la conférence, vous aurez changé d'avis sur le fait qu'on ne teste pas. Mais surtout, il faut être un peu plus réaliste. Je veux dire, n'importe quelle personne, n'importe quel scientifique a envie de réussir, de faire carrière, quoi. Et s'il y a un seul scientifique qui prouvait un jour qu'il y a quelque chose de vrai derrière l'astrologie, c'est une célébrité mondiale. Donc je veux dire, les scientifiques ont intérêt à tester s'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Donc ça, je pense que c'est vraiment mal comprendre comment fonctionne une carrière professionnelle en général. Et que les scientifiques n'ont pas d'intérêt à cacher des choses. Eux-mêmes, s'il y avait quelque chose de nouveau à comprendre, ça s'ajouterait à nos connaissances, ça en remettrait certaines en cause, mais pas toutes. Donc il y a vraiment un intérêt, on ne sait jamais si on trouvait quelque chose. Ensuite, vous allez le voir aussi, quand on regarde un peu ce que font les astrologues, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a du mal à avoir une méthode, une méthodologie. Quand on demande à un astrologue comment il pratique, comment il peut nous prouver quelque chose, il a des façons de faire, mais qui sont très fragiles finalement. Et donc, on pourrait très bien se dire, mais et s'il y avait quelque chose derrière l'astrologie, mais que les astrologues ont très mal étudié. Donc c'est une autre motivation en fait pour tester l'astrologie, en se disant l'astrologie c'est peut-être n'importe quoi, mais qu'il existe une influence astrale où il y a peut-être un centième de vrai de ce que disent les astrologues, pourquoi pas, ça rejoint un peu les arguments précédents, donc ça peut être aussi un argument pour tester, et on peut être aussi scientifique et puis avoir un doute en se disant mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose, pourquoi pas. Toc, voilà. Et donc, je vous dis que chez les astrologues, on manque de méthode. Il y a un autre ex-astrologue qui avait fondé la Fédération des astrologues d'Australie, qui est très très actif chez les sceptiques, c'est même une référence depuis quelques dizaines d'années, et qui s'était amusé un peu à lister tous les astres et les points que les astrologues avaient intégrés à l'astrologie depuis les siècles. Et en fait, si on fait ce genre de choses, on arrive au schéma qui est en haut à droite, c'est-à-dire un schéma qui est encore plus compliqué que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, en théorie, puisque les astrologues qui défendent chacun des points qui sont là disent que c'est vrai et que ça marche, il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui ait plus ou moins de valeur que les autres, puisque les astrologues ne sont pas capables de nous dire comment départager. Donc en théorie, si on utilisait tout, ça donnerait ce genre de choses, et encore cette carte est simplifiée, parce que, et c'est bien le problème, si on voulait vraiment monter un thème intégral avec tout ce qui a été produit par l'astrologie, en fait, il faudrait compter des milliers d'astres et points qu'on appelle fictifs, parce qu'ils n'ont pas forcément des fondements physiques. Il faudrait qu'on intègre 100 000 positions donc dans les signes ou les maisons, 10 millions d'aspects, c'est-à-dire le nombre d'angles que ça pourrait créer entre les uns et les autres, 1 milliard de mi-points. Si on imprimait rien que le listing, il y aurait 1600 km de papier. Et juste pour le plaisir, si on voulait tenter une synthèse de ce genre de choses, on pourrait compter une dizaine d'années si 1000 astrologues travaillaient 24 heures sur 24. C'est les chiffres qu'il avance. Et en gros, pour 100 millions de dollars, on pourrait envisager un thème astral complet. C'est pour vous donner une idée à quel point le sujet est vaste. Et donc, s'il est si vaste que ça, comment les astrologues peuvent s'y retrouver ? C'est une question qui est très légitime, surtout actuellement, vu ce dont on est capable sur le plan de la connaissance. Et pour l'instant, les astrologues, ils ne savent pas répondre à ce genre de questions. Et franchement, on peut se demander s'ils sont armés devant tant de complexité. Moi, je pense que non, et même pas du tout. Et donc, voilà, il n'y a pas de raison qu'ils aient fait le tour de l'astrologie s'il y a quelque chose qui existe. Et donc, à quoi ça peut servir de faire des statistiques ? On peut faire ce qu'on appelle des statistiques exploratoires, c'est-à-dire on va tester des choses, et puis si à un moment on trouve un résultat positif, alors à ce moment-là, on pourra essayer de se demander qu'est-ce qu'on a trouvé, et éventuellement voir si un mécanisme peut répondre à la question, et envisager à ce moment-là des causalités. Et puis s'il n'y a pas de résultat positif, pas besoin d'aller plus loin. Donc c'est pour dire aussi qu'on peut lancer des statistiques sans chercher à tester des modèles d'astrologie. On va juste demander aux astrologues comment ils pratiquent, de quoi ils sont le plus sûrs, et puis on va tester ce qu'ils disent, ce qu'ils affirment. Parce que sur le plan physique, tous les astrophysiciens qui se sont penchés sur le sujet n'ont pas trouvé une seule hypothèse physique qui pourrait rendre compte de ce qu'affirment les astrologues.
Enfin, et ça correspond un peu à ce qu'on fait ce soir, on peut avoir aussi une motivation pédagogique à faire ce genre de choses, tout simplement parce que, donc c'est ce dont je vais parler après, lancer une nouvelle expérimentation sur l'astrologie ou sur autre chose, ça peut être l'occasion, quand on la présente au public par la suite, d'expliquer comment on monte un test expérimental, comment fonctionne la science, qu'est-ce que la démarche scientifique. Et donc, voilà, autant d'intérêt pour tester l'astrologie. On peut même après tester des choses qui relèvent de la psychologie cognitive. Donc c'est le premier exemple que je vais prendre. En 2016, par exemple, on a un papier qui est sorti qui s'appelle Bonne journée pour les lions, l'influence de l'horoscope sur la perception, les performances cognitives et la créativité. Il y a quelques Françaises notamment qui ont participé à cette étude. C'est sorti en juin 2016. Et donc, qu'est-ce qu'ont étudié les chercheurs ? En fait, ils ont testé des personnes lambda qu'ils ont recrutées, et donc ils leur ont fait passer des petits tests de perception, des parties d'un test de QI, un test de créativité, ce genre de choses, et ils leur ont dit que ça allait être un petit peu technique quand même, et donc pour les mettre dans l'ambiance un petit peu, le terme c'est funniest, pour rendre la chose un peu plus drôle, ils leur ont donné leur horoscope du jour. Donc, ce n'était pas leur horoscope du jour, en fait, mais c'était des textes tirés d'horoscopes. Et c'est en fait là qu'est le test, c'est-à-dire qu'un groupe a reçu des horoscopes plutôt positifs, un groupe des horoscopes plutôt négatifs, et un groupe des horoscopes ni positifs ni négatifs. Et l'hypothèse qui était testée, c'était est-ce que, après avoir lu cet horoscope, on constate des différences entre les groupes dans leur performance? Et la réponse, c'est oui. Et donc, par exemple, on leur montre une photo et on leur demande de quoi elle parle, qu'est-ce qui va se passer en termes d'événements, vu ce qu'il y a sur la photo. Et manifestement, quand on a lu un horoscope plutôt positif, on voit les choses un peu plus positivement, négatif un peu plus négativement. Et quand on compare les scores des groupes, c'est très significatif puisqu'il y a moins d'une chance sur 1000 que ce soit dû au hasard. De la même façon, les performances cognitives, c'est-à-dire à certains sous-tests d'un test de QI, il y a moins d'une chance sur 100 que les différences soient dues au hasard. Et en plus, les différences vont dans le sens qu'on attendait. Pour la créativité, pareil, moins d'une chance sur 1000. Et donc, quand on mesure ce qu'on appelle aussi le locus de contrôle des personnes, c'est-à-dire quel est leur sentiment de contrôle de leur vie en général, je schématise, moins elles ont l'impression de contrôler leur vie, et plus l'horoscope a un effet sur elles. Et ça, c'est vraiment des choses que les chercheurs voulaient évaluer, même si les conclusions à en tirer sont assez limitées, sinon que lire son horoscope, c'est pas aussi anodin que ça. Souvent, on dit « oh, mais je le lis juste pour rigoler », mais mine de rien, psychologiquement, ça a quand même une influence sur les gens, et j'insiste, il n'y a pas besoin que l'astrologie soit vraie. On parle de l'influence des horoscopes, on ne parle pas de l'influence de l'astrologie. Donc ça, c'est le genre d'expérimentation qu'on peut monter. C'est assez simple, non, c'est pas simple, mais en tout cas à interpréter. Et la question éthique, moi ça m'a amusé en lisant des études, mais suite à ce genre d'expérimentation, il y a des chercheurs, quand ils testent l'astrologie, ils évitent d'intégrer des énoncés négatifs, du fait que les sujets qui participent à l'expérimentation risquent d'être influencés pour le reste de leur journée, on ne sait jamais, prendre une mauvaise décision ou quoi. Alors que les astrologues n'ont pas vraiment ce genre de critères, quoi. L'effet Barnum, c'est quelque chose qui revient très très souvent dans les débats sur l'astrologie. Et donc ça aussi, ça relève de l'expérimentation, du test de l'astrologie. C'est un peu ce que j'appelle le piège de l'auto-validation subjective, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable, nous, de savoir si ce que dit l'astrologie de nous est vrai. Et souvent, c'est comme ça qu'on tombe dedans, en se disant « mais oui, ça me correspond tellement », moi j'étais à fond là-dedans. Et donc, ce qu'on appelle l'effet Barnum, ça a été formalisé, on va dire, par un psychologue qui s'appelait Forer, et qui a monté une petite expérience en 1949, et après il a appelé ça l'effet Barnum. L'expérience, ça consistait il a pris des textes dans des horoscopes différents, il les a mélangés, et il a construit un petit paragraphe avec ces lignes. Et comme il avait des étudiants, il a donné ce texte à tous ses étudiants, mais auparavant,
il leur a demandé, je pense, de lui donner leur date de naissance, leur groupe sanguin, leur signe astrologique ou je ne sais quoi, histoire de leur faire croire qu'ils prenaient des renseignements vraiment de ces personnes. Mais quand il leur a donné ce qui devait être un portrait, en fait, il a donné le même texte à tout le monde. Et il a surpris de voir que, en fait, ces étudiants étaient très satisfaits du texte qu'ils recevaient. Ils disaient, ça correspond vraiment. En moyenne, la note, c'est 4,2 sur 5 de satisfaction. Après, il leur a demandé d'échanger leur texte et ils ont constaté que le texte était le même et que donc, finalement, ce qui pensait vraiment les concerner ne dépendait absolument pas déjà de leur date de naissance et correspondait finalement à tout le monde. Alors, pourquoi il a appelé ça l'effet Barnum ? Tout simplement parce que M. Barnum, là sur la gauche, c'était un homme d'affaires du 19e siècle qui a fait énormément de choses dans sa vie, et notamment, il est connu pour un grand cirque qu'il a monté. Et donc, quand vous voyez le cirque, c'était un cirque, il s'était associé avec d'autres personnes. Il y avait 3 pistes en permanence. Pourquoi y avait-il 3 pistes en permanence ? Parce que son leitmotiv, c'était « il doit y en avoir pour tout le monde ». C'est-à-dire qu'il y avait toujours 3 numéros différents qui performaient, ce qui fait, sans parler des gens qui étaient en plus les acrobates par-dessus, ce qui fait que si un numéro ne vous plaît pas, celui d'à côté, il y a des chances quand même qu'il vous plaise. S'il ne vous plaît pas non plus, il y a le 3e. Et en fait, ça donne une satisfaction énorme, ça, quand on va à un spectacle comme celui-là. Et donc, l'idée de l'effet Barnum, c'est de dire que si on a un texte dans lequel il y a plein d'énoncés un petit peu ordinaires et dont certains peuvent correspondre à une personne et puis certains à une autre, en fait, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et on peut avoir l'impression que ce texte est pour nous, alors qu'en fait, il correspond à plein de personnes différentes. Et ce qui est terrible avec ce test, c'est que ça a l'air vraiment bêta, quoi. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut tomber là-dedans ? Enfin, si vous lisez un petit peu les premières lignes, je crois bien que c'est le texte qu'avait mis Forer. Vous avez besoin d'être aimé et admiré, pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser, etc., etc. Eh bien, c'est une expérience qui est refaite régulièrement, parce qu'il suffit d'avoir ce texte et puis d'organiser ça. Et à chaque fois, ça marche. Par exemple, je vais vous passer une petite vidéo, donc je ne sais pas si vous allez entendre, mais bon. Et donc dans un collège, ils ont réalisé l'expérience avec 8 gamins, enfin 9, et ils leur ont donné ce texte. Auparavant, ils avaient pris leur date de naissance, tout ça. Ils avaient fait venir une astrologue, qui en fait était une fille du CDI du collège d'à côté, mais qui a joué l'astrologue pour leur faire croire que vraiment c'était une vraie astrologue. Et on leur a demandé de noter ça, et donc il y en a 8 sur 9 qui étaient satisfaits. Et après, on leur a dit, mais tiens, est-ce que l'un d'entre vous peut nous lire son texte ? Et c'est juste pour vous faire voir la réaction des élèves. Voilà, peut-être tu étais fatigué quand... Je l'ai fait en dernier, alors. Donc tu devais être fatigué, et puis tu avais dit au début aussi. Et puis il y en a qui donnent des fils à retordre, il fait partie de cela. Tu avais dit qu'il y en avait qui t'avaient donné, voilà, que c'était assez compliqué par rapport au positionnement des planètes et tout ça. D'accord. Des fois, j'ai un peu de mal à m'y retrouver, alors. D'accord. Bon, mais dans l'ensemble, quand même, oui, hein, apparemment, je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 9, 8 sur 9, c'est quand même... C'est une bonne proportion. Ça veut dire qu'on peut conclure que elle a de réels pouvoirs d'astrologie, de voyante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Oui, tout le monde a envie de dire ça ? Oui. Oui. Ça te gêne pas de nous le lire ? Moi, je pourrais, madame. Eh bien, vas-y. Bah oui, c'est le tien. Allez, vas-y. si ça te gêne pas, on sait que c'est personnel, mais si ça te gêne pas, Regardez juste bien. pour voir si nous on trouve qu'elle a raison aussi. Regardez bien sa réaction à elle. Après, j'ai mis ça, mais peut-être que c'est moi. Bref. Ton horoscope personnel. Tu as besoin que les autres personnes t'aiment et t'admirent, mais tu es tout de même prêt à être critique envers toi-même. Bien que tu aies quelques faiblesses de caractère, tu es généralement capable de les compenser. Tu possèdes de considérables capacités non employées que tu n'as pas encore utilisées à ton avantage. Quelques-uns de tes désirs ont tendance à être assez irréalistes. Quelquefois, tu as même de sérieux doutes pour savoir si tu as pris la bonne décision. Tu peux faire un peu de changement et de variété et tu es insatisfait lorsque tu te sens bloqué par des règles trop strictes ou des limitations. Tu peux te montrer très sociable mais aussi prudent et réservé. Montrer sociable.
Bien qu'étant fier de toi-même, tu n'hésites pas à te rendre compte. Donc elle dit c'est exactement le même. Hein. Alors vous en pensez quoi? Il y en a un autre qui veut lire, Mathilda? C'est pareil que moi. C'est pareil, c'est le même. C'est une arnaque. Vous avez tous... Quoi? Vous avez eu tous le même? C'est vrai? Oui. Ah bah mince alors. Donc juste après, en fait, la prof explique que les profs eux-mêmes ont été piégés, c'est-à-dire qu'il y a un formateur qui leur a fait le coup et tout le monde est tombé dans le panneau. Donc ça marche aussi chez les adultes. Moi, je sais que j'ai organisé une expérience comme ça lors d'une fête de la science. En fait, on reçoit des gens dans un stand et on leur fait passer un test. Et on a 5 tas différents qui, selon leurs réponses, en fait, on leur fait calculer, on met des étoiles, des triangles, des carrés, on leur demande combien de carrés de triangles ils ont. Et puis donc, on va chercher dans un tas ou dans un autre, mais en fait, on a les mêmes textes de partout. Et les gens lisent leurs textes et ils notent. Et moi, je sais que c'est impressionnant. Parce que quand on l'avait fait, on avait eu 4,2 sur 5 de satisfaction. Vraiment, c'est terrible. Quand on n'est pas prévenu, quand on ne le connaît pas, ça marche. Une fois qu'on le connaît, après, on se fait quasiment plus avoir. Mais sinon, c'est terrible. Donc je vous disais, moi, les astrologues sont pas toujours d'accord de dire mais l'astrologie peut pas forcément être testée par la science, par les statistiques. Moi, je sais que personnellement, l'effet Barnum, l'expérience que je viens de vous montrer, quand j'étais croyant, c'est quelque chose qui m'horripilait. Moi, dans l'astrologie, je trouvais le sens de ma vie, j'étais en pleine spiritualité, et on me disait, mais l'astrologie, c'est n'importe quoi, regarde, si on fait lire un texte à des gamins, ils s'y reconnaissent. Et ça buguait vraiment dans ma tête, donc j'étais en pleine dissonance cognitive, comme on dit, c'est-à-dire que j'avais du mal à intégrer cette information qui ne concordait pas avec ce que je vivais. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis, évidemment, mais c'est pour dire que c'est pas évident de se dire qu'on peut tester aussi facilement, finalement, ce genre de discipline. En plus, il y a des astrologues qui essayent de penser que science et astrologie relèvent de 2 paradigmes différents. Peut-être qu'en fait, ils ne parlent pas du tout de la même chose. Donc, qu'est-ce que la science pourrait avoir à dire sur l'astrologie? Alors, le problème, c'est que c'est un peu des affirmations gratuites quand même. Et puis, les arguments, c'est du style, l'astrologie, c'est peut-être plus noble que la science, c'est beaucoup plus ancien, la science, c'est assez jeune finalement. Donc, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans la science? Et moi, ce que je réponds dans ces cas-là, c'est que l'astronomie géocentrique, avec la Terre au centre du monde, c'est bien plus ancien aussi, mais c'est faux. Je ne vais pas tout dire, mais si on prend des croyances comme le mauvais œil, par exemple, ou en général, je pense même les astrologues n'y croient pas qu'on puisse porter le mauvais œil sur quelqu'un, c'est des croyances qui sont encore plus anciennes que l'astrologie. Et pourtant, on n'y croit pas forcément. Donc l'ancienneté, évidemment, c'est un mauvais argument d'autorité, comme on dit, et ça ne prouve rien. Et puis, moi, après, j'ai d'autres arguments qui sont plus embêtants, mais je pense qu'on peut tester l'astrologie aussi parce que, par exemple, les astrologues vous disent le bélier, c'est un signe de printemps. Donc les béliers sont impétueux, ils ont beaucoup de vigueur parce qu'au printemps, la nature redémarre, et donc, par analogie entre le microcosme et le macrocosme, etc., etc., le problème, c'est qu'en Australie, les saisons sont inversées. Donc, le bélier d'Australie, il ne peut pas répondre à cette description, c'est pas possible. Et le pire, c'est que l'argument est connu dans le monde astrologique, il est régulièrement envoyé aux astrologues, et les astrologues continuent de faire comme si c'était valable quand même. Et puis, l'hémisphère sud, c'est une chose, mais si vous allez du côté de l'équateur, il n'y a pas 4 saisons. Dans toute la bande entre les tropiques, les saisons sont complètement différentes. Elles peuvent dépendre souvent aussi de la géographie du lieu plutôt que de la latitude. Donc finalement, c'est vraiment un mauvais fondement pour le symbolisme astrologique. Et puis, moi je l'ai vu souvent, mais quand un astrologue se trompe de date de naissance, ou si vous lui donnez une mauvaise date de naissance, s'il ne le sait pas, il ne s'en rend pas compte, il va faire avec. Et il va vous parler de vous, et moi, ça m'arrivait de le faire quand je m'engueulais avec un astrologue, de lui donner ma date de naissance, parce que il me disait, c'est pas possible, si tu crois pas en l'astrologie, il y a un problème, il doit y avoir un truc dans ton thème. Et donc, à chaque fois, je donnais une date différente au hasard, et à chaque fois, il retrouvait dans ce que je lui donnais tout ce qu'il avait pensé, toutes les opinions préconçues qu'il avait sur moi. Donc, il y a un problème en astrologie, c'est qu'il n'y a pas de théorie de l'erreur. Un autre argument, c'est qu'un scientifique doit avoir pratiqué l'astrologie, parce que quand même, il faut quand même qu'il travaille sur quelque chose qu'il connaît. Enfin, s'il ne connaît pas le sujet sur lequel il travaille, c'est pas possible.
Alors évidemment, il y a plein de contre-exemples à ça. Hein. Par exemple, ceux qui testent les médicaments, c'est probablement pas des médecins. Et pourtant, on peut quand même le faire. Et puis surtout, on va voir aussi qu'il y a un moyen de contourner ça, c'est de travailler avec des astrologues en fait. Il y en a qui pensent aussi que les statistiques, donc c'est contre nature, hein, parce que l'astrologie, ça relève d'une certaine spiritualité, d'un ésotérisme, etc. Donc les statistiques n'y auraient pas accès. Et moi j'ai envie de dire, en fait, si on peut tester n'importe quoi statistiquement. Si on veut tester, au hasard j'ai pris le goût du bleu. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment plus la couleur bleue que d'autres? Ça n'a pas l'air vraiment matériel, testable. Pourtant, il suffit de montrer des couleurs aux gens et puis de leur demander quelle est leur couleur préférée. Et puis on pourra voir assez vite qui aime le bleu ou pas. C'est pas le fait que les statistiques soient contre nature, c'est pas vraiment un argument. Et techniquement, l'argument que je donnais quand j'étais encore chez les astrologues, c'était de dire, là, je vous ai mis 4 cartes différentes pour 3 personnes nées un 23 janvier. Donc nées le même jour, hein, à 4 années quasiment d'intervalle. Et si vous regardez bien, dans certaines cartes, les astres sont regroupés, alors que dans d'autres, ils sont complètement dispatchés. Et bien en fait, dans ce thème-là, par exemple, où les astres sont regroupés en Sagittaire, je vais prendre l'exemple en dessous, où les astres sont regroupés en Verseau. On a plein d'astres en Verseau, alors que dans les autres thèmes, on a juste le Soleil. Franchement, est-ce qu'une personne qui a toutes ses planètes en Verseau n'est pas plus Verseau qu'une autre? Si un astrologue dit que non, c'est que l'astrologie ne dit rien finalement sur les Verseaux. Il suffirait de prendre des gens qui ont toutes leurs planètes en Verseau et les autres qui n'en ont qu'une, et puis de demander s'ils retrouvent plus facilement leur thème ou pas. Donc finalement, même astrologiquement parlant, on peut quand même tester l'astrologie. Et puis les astrologues disent aussi que l'astrologie c'est tellement riche qu'on ne peut pas la tester parce que ça dépasse tout en fait. Et donc, c'est un argument à double tranchant parce que, comme je l'ai déjà suggéré auparavant, en quoi est-ce que l'astrologue serait capable justement de déplacer le problème de la richesse et de la complexité de son système? En fait, techniquement, quand il reproche au scientifique de ne pas connaître son sujet, ça voudrait dire que l'astrologue a tout testé par lui-même. C'est juste pas possible, hein. Il y a des milliers de configurations différentes qu'il va croiser tous les jours avec ses clients. Il ne peut pas les avoir toutes testées ou pas testées un certain nombre de fois, quoi. Donc finalement, ce n'est pas non plus un argument. Et donc, en gros, l'idée, ça serait d'utiliser les meilleurs astrologues et puis de voir un peu ce sur quoi on peut se mettre d'accord avec eux et puis essayer de tester quelque chose. Et c'est ce qu'a fait un chercheur qui s'appelle Carlson, qui a publié en 1985 un article qui s'appelle Double Blind Test of Astrology, donc un double test en aveugle de l'astrologie. Et j'adore cette expérimentation parce qu'il a vraiment été très exigeant. Premièrement, il a tenu à s'entourer d'astrologues reconnus par leur père, pas le cousin qui pratique l'astrologie à côté. Donc pour ça, il a contacté le National Council for Geocosmic Research, il semble que c'est une grande association d'astrologues aux États-Unis, et donc il leur a demandé à eux de lui donner les noms des meilleurs astrologues qui pensaient pouvoir participer à une expérimentation. Donc c'est pas lui qui a choisi les astrologues, c'est les astrologues entre eux. Ils ont envoyé 90 noms, et parmi les 90, il y en a 28 qui ont accepté de participer à l'expérimentation, plus 2 qui se sont ajoutés parce qu'ils en ont entendu parler. Et donc, toutes les suggestions de ces astrologues ont été intégrées au protocole expérimental, histoire que les astrologues ne puissent pas dire derrière « Ah ben non, parce qu'il y a telle chose qu'on avait dit et dont on n'a pas tenu compte », sauf quand ça allait biaiser le résultat. Et donc, la partie 1 du test, c'est qu'on demande à des astrologues, donc je vous dis des dizaines d'astrologues, de monter des thèmes de naissance, donc des portraits astrologiques des personnes selon leur date de naissance. Donc il y en a plusieurs dizaines, je crois qu'il y en a même une centaine, et de portraits astrologiques. Et ensuite, à chaque personne, on va demander de retrouver son thème astrologique. Alors quand on dit le retrouver, ça veut dire qu'on va lui donner le portrait qui lui correspond, dont on a enlevé la date et tout ça, évidemment, et on va lui en donner 2 autres, tiré au sort parmi les autres portraits qui ont été montés. Et donc c'est simple, il a 3 descriptions, il faut qu'il retrouve la sienne. Donc une chance sur 3, 33% de chance de réussir par hasard. Donc dans ces portraits, les astrologues ont demandé à pouvoir parler de la personnalité, du tempérament, des relations avec les autres, de l'éducation, de la carrière, des buts dans la vie, je pense, et de la situation actuelle. Donc ils ont mis tout ça dans leur portrait. Donc la prévision, il y a deux prévisions qui ont été faites.
Parce que d'un côté, on a des scientifiques qui pensent qu'il n'y a rien derrière l'astrologie. Donc eux, ils pensent que les gens vont retrouver leur portrait dans 33% des cas. Et puis il y a des astrologues qui, eux, sont convaincus qu'elle existe et que ce qu'ils ont fait, c'est sérieux. Et on va dire qu'ils n'ont pas trop pris de risques. Eux, ils espéraient juste avoir un peu plus de 50% de réussite. Quel a été le résultat ? Et bien en fait, il y a une deuxième partie, il y a un deuxième test dans ce test. C'est pour ça que c'est un double blind. C'est pas du double aveugle, mais c'est qu'il y a deux tests. On a associé une partie psychologique. Donc pour ça, ils ont contacté donc des psychologues. Ils ont utilisé un test qui s'appelle le California Personality Inventory, qui était assez reconnu à l'époque. Et en plus, les astrologues qui participaient à l'expérimentation étaient familiers de ce test. Et l'autre expérimentation qui a été faite, ça a été que les sujets de l'expérience ont été envoyés chez des psychologues qui ont utilisé ce test pour monter eux aussi un portrait psychologique des personnes. Et ensuite, on a demandé aux astrologues de retrouver les bons portraits psychologiques. C'est-à-dire qu'on leur donnait une coordonnée de naissance pour qu'ils puissent monter leur thème, leur carte, et le portrait psychologique de la personne correspondante, plus deux autres tirés au sort parmi les sujets. Même chose, ils avaient 33% de chances de réussir par hasard, et donc eux ont espéré aussi de réussir plus d'une fois sur deux. Et ce qu'il y a de génial, et c'est là qu'on voit le sérieux de l'expérience aussi, c'est que vraiment, ils ont essayé de tenir compte de tous les biais possibles pour éviter tous les problèmes. Exemple, on a demandé d'abord aux gens s'ils croyaient ou non en l'astrologie. Eh bien, tous les gens qui étaient trop sceptiques, on va dire, qui vraiment étaient vraiment contre l'astrologie, qui trouvaient que c'était scandaleux, etc., eh bien, ceux-là, on les a enlevés d'expérimentation pour pas qu'ils la biaisent dans le mauvais sens. De l'autre côté, on a demandé aux gens s'ils connaissaient l'astrologie, s'ils la pratiquaient ou si c'était fait monter déjà leur thème de naissance. Et tous ceux qui avaient répondu oui, on les a enlevés aussi. Parce que le but, c'est pas de retrouver dans sa mémoire des choses qu'on nous a déjà dit, c'est vraiment de se reconnaître. Par contre, si les gens croyaient vraiment en l'astrologie mais sans la connaître, là, on les a bien laissés dans le test, puisque s'ils ne la connaissaient pas, ça ne devait rien changer. Pour être bien sûr, quand on donnait les 3 portraits astrologiques aux gens, on faisait bien en sorte que les 3 portraits soient du même signe. Il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un né sous le signe du taureau, l'autre du verseau, l'autre du bélier. C'était soit 3 béliers, 3 taureaux, 3 verseaux, et le reste du thème était différent. Les astrologues avaient demandé qu'il n'y ait pas trop d'écart d'âge entre les gens, donc il y avait maximum 3 ans d'écart. Et on a créé un groupe de contrôle. Donc un groupe de contrôle, c'est pas quelque chose d'évident, surtout par exemple pour des astrologues qui montent eux-mêmes des tests, c'est-à-dire qu'on a pris d'autres personnes à qui on a fait passer en gros la même expérience. La seule différence, c'est que on n'avait pas monté leur thème de naissance. Concrètement, si, allez, je te prends toi au hasard, si toi tu participes à l'expérimentation, on t'a monté ton thème de naissance, on va te donner ton portrait astrologique plus 2 autres, donc tirés au sort. Eh bien, si toi tu es dans le groupe de contrôle, on va te donner les 3 mêmes thèmes, sauf qu'il n'y en a aucun qui est le tien. Et donc, ce qu'on appelle le groupe de contrôle, c'est ce deuxième groupe qui va avoir à faire un choix parmi des cartes qui ne sont pas du tout les leurs. Et ça a l'air super bizarre, on peut se demander à quoi ça sert. Eh bien, imaginez qu'il y ait des portraits qui soient peut-être plus favorables que d'autres, qui soient plus susceptibles d'être choisis par les gens qui se reconnaissent dedans que d'autres. Eh bien, on ne le saura pas s'ils choisissent le bon thème, alors que si on le fait avec une personne qui n'est pas concernée et qu'on voit qu'il y a un profil qui sort plus souvent que les autres, là on pourra dire qu'il y a un problème avec ce portrait-là. Et on pourra expliquer un écart qu'on va retrouver dans la bonne expérimentation, mais qu'on n'aurait pas pu expliquer. Et donc ce groupe de contrôle, il est super intéressant pour bien vérifier qu'il n'y a pas des portraits qui sont plus avantageux que d'autres. Autre chose, on n'avait pas mentionné le genre de la personne, un homme ou une femme. Ça n'apparaissait pas. Il n'y avait évidemment aucune référence à la carte de naissance, et les astrologues voulaient quand même des données de naissance assez précises. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît son heure de naissance à une demi-heure près, ça ne va pas pour un astrologue, c'est trop large. Donc on a réduit, les astrologues ont accepté jusqu'à 15 minutes, tous ceux qui connaissaient avec moins de 15 minutes de précision allaient dans le groupe de contrôle. Comme ça, pas de problème non plus là-dessus. Pour la partie psychologie, pareil, on a fait attention aux biais, et notamment le fait qu'on ne dise pas si c'était des portraits psychologiques d'hommes ou de femmes. Si on regarde les résultats, alors du côté de l'astrologie,
on a eu 83 personnes donc, à qui on a monté le thème astral, et 94 dans le groupe contrôle. Les sujets réussissent à retrouver leur portrait dans 33,7% des cas, c'est-à-dire comme si tirés au sort. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans le groupe contrôle, ils le retrouvent dans 45% des cas. Donc ils le retrouvent plus que dans le groupe où les gens avaient vraiment leur portrait astrologique entre les mains. Bon, ça, c'est assez étonnant. En même temps, on a demandé aux astrologues de donner une note de confiance dans leur choix. C'est-à-dire que des fois, peut-être qu'ils pouvaient ne pas savoir, et ils auraient dit, je sais pas, j'ai 2 chances sur 10 de l'avoir trouvé parce que, je sais pas, ça m'a pas parlé. Ou alors dire, non, mais vraiment, ce thème astral correspond vraiment à ce portrait psychologique, donc il y a 10 chances sur 10, je suis sûr de moi, ou même 9 chances sur 10, ou 8 chances sur 10 que ça soit le bon. Et donc, on a comparé sur ce schéma juste la confiance des astrologues avec le nombre de réussites en général. Et on se rend compte que plus on va à droite, et donc plus ils sont confiants dans leur choix, et en fait, plus on va à droite, et presque moins ils réussissent, mais surtout, le pourcentage entre les cas réussis, donc c'est les parties assurées, et les parties en blanc, c'est les mauvais choix, et en fait, ils sont toujours à peu près dans le tiers ou le quart, quoi. Donc même s'ils sont absolument sur 2, ils trouvent pas plus, ils ne font pas plus la bonne association. Je ne me rappelle plus ce que ça représente. C'est le nombre de réussites. Voilà, c'est aussi en pourcentage en fait le nombre de réussites selon la confiance de gauche à droite des astrologues. Donc plus on avance et plus ça descend. Et leur meilleur score, c'est quand ils savent pas en fait. C'est-à-dire quand ils donnent entre 5 et 6 sur 10, c'est-à-dire ils savent pas. Du côté des tests de psychologie, on a 56 personnes dont on a monté le portrait psychologique, 50 dans le groupe de contrôle, et les astrologues réussissent dans 34% des cas. Donc pareil, une chance sur 3. Ils n'arrivent pas à retrouver, alors que là ils ont vraiment le portrait psychologique de la personne, toutes les données astrologiques dont ils ont besoin, ils réussissent comme le hasard. Et je trouve que c'est assez terrible. C'est un réel échec du thème de naissance en général, qui est quand même le meilleur argument des astrologues. Donc en plus, comme Carlson avait vraiment choisi des astrologues renommés et reconnus par leur pairs, pour moi c'est vraiment une expérimentation qui est très très forte. Une autre remarque qui découle de ce test, qui est assez marrante, c'est qu'en fait, quand on demande aux sujets si eux-mêmes peuvent retrouver leur portrait psychologique, ils ne réussissent pas non plus à retrouver leur portrait psychologique. Donc il n'y a pas que le portrait astrologique qu'ils ne retrouvent pas, mais leur portrait psychologique parmi 2 autres, ils ne le retrouvent pas non plus. Ce qui montre qu'on est d'abord très peu apte en fait à reconnaître une description de nous-mêmes, une description en général. En 1996, on a reproduit un peu cette expérience qui a donné les mêmes résultats. Par contre, on a fait autre chose, c'est qu'on a regardé si, quand on donnait les mêmes choix aux astrologues, par exemple les 3 mêmes portraits, est-ce qu'ils choisissaient les mêmes ? Et on se rend compte que les astrologues choisissent différemment les uns des autres. Ce qui veut dire que même la pratique n'est pas cohérente. Alors moi, j'en suis bien conscient parce qu'il y a tellement de créativité dans l'interprétation astrologique que ça part un peu dans tous les sens, ça dépend de l'astrologue, ça dépend du contact, ça dépend du jour, ça ne dépend pas que des données techniques, quoi. Un autre type de test, entre guillemets, et puis je vais vraiment me dépêcher, ce qu'on appelle les tests, ce que j'appelle les tests populaires. Et donc, vous avez bien vu, c'est marqué CNews. Est-ce que vous saviez que sur le site internet de CNews, il y a une page astrologie ? C'est fabuleux quand même, une chaîne d'information. Et donc, vous avez une page d'astrologie sur laquelle vous avez régulièrement des articles publiés avec ce genre de choses, par exemple. Voici les signes astrologiques qui ont le plus de chances de gagner. Et donc, en fait, c'est une fille, c'est toujours la même, je crois qu'elle est astrologue, qui met un article de temps en temps avec des conneries du style quel est le signe astrologique le plus chanceux, le plus infidèle, enfin des choses comme ça. Et évidemment, c'est pas du tout sérieux. Là, elle avait simplement regardé une mesure entre guillemets qui avait fait l'équivalent de la Française des Jeux en Australie, et donc qui avait cherché, selon le signe astrologique, comment se répartissaient les gagnants du gros lot. Et il y avait
je crois, 11,6% des poissons qui gagnaient, alors qu'une chance sur 12, normalement, c'est 8,3%. Et en fait, vraiment, quand on en reste, entre guillemets, au ras des pâquerettes de statistiques, parce qu'on peut interpréter ça différemment. Et donc, voilà, ça suffit pour produire un article en disant, si vous êtes poisson, vous avez plus de chances de gagner. Et c'est vraiment des trucs comme ça qu'on lit sur cette page de CNews. Moi, à chaque fois que je vois passer ça, je suis dingue. Et juste pour vous dire à quel point il faut prendre ça au 3e degré, moi, je suis convaincu que CNews n'essaye pas de défendre ou de promouvoir l'astrologie. Ils n'en ont rien à faire. Par contre, ça crée du clic. Ça fait venir des gens. Et donc, le meilleur exemple, c'est qu'en fait, en montant cette conférence, je suis allé voir, donc l'article est daté du 23 novembre. Mais moi, le problème, c'est que cet article, je m'en étais indigné sur Twitter au printemps de l'année dernière. Et en fait, si vous regardez bien, là-haut, la date, c'est novembre, mais sur Twitter, par exemple, ce tweet, il date du 20 avril 2021. Donc en fait, ils recyclent leur article, ils le republient régulièrement. Et quand on va chercher sur le compte Twitter de CNews, moi je l'ai trouvé, je crois, 3 fois. Parce que donc l'étude des Australiens date de début 2020, je crois. Donc en gros, tous les 6 mois, ils la remettent et puis ils changent la date comme si c'était nouveau, en fait. Donc c'est vraiment typique d'utilisation de l'astrologie pour faire venir les gens. Et après, une fois qu'ils sont sur le site, espérer qu'ils vont cliquer ailleurs, machin. Mais mine de rien, je pense, moi, que ça contribue quand même à maintenir les gens dans une certaine ignorance des méthodes un petit peu scientifiques, un petit peu sérieuses, et ça les tire du mauvais côté, quoi. Enfin, c'est des choses vraiment que moi je supporte pas. Un autre test de l'astrologie qui existe aussi, je vais vous en présenter plusieurs, montés par des astrologues ou des gens favorables à l'astrologie et qui ont marché. Exemple, ce livre sorti en 97, c'est Gunther Zach, je crois qu'il s'appelle, enfin ça se prononce comme ça. C'est un ancien playboy, donc il devait être milliardaire ou millionnaire, je ne sais plus, à l'époque, et il a financé une grosse étude statistique. Ça s'est appelé le dossier astrologie. Et pour vous donner une idée, ils se sont procurés des millions de données et ils ont testé tout ce qu'ils pouvaient. Qui achète quel livre d'astrologie, qui épouse qui se divorce avec qui vit seul, etc., etc. Et donc, il allait voir si on trouvait des liens entre les signes et puis ce qui était mesuré. Donc les résultats, ça ressemble à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à gauche, par exemple, si on prend les hommes, donc tous les signes des hommes, et puis donc à l'horizontale, tous les signes des femmes, on peut envisager des couples, il y a 144 possibilités, 12 x 12. Et donc là, ce sont en haut, on voit marqué les mariages en Suisse de 87 à 94. Et en fait, pour chaque résultat, on va calculer la probabilité qu'ils se produisent par hasard. Et donc, en dessous, on a les résultats. Alors, quand c'est en noir, c'est négatif, c'est-à-dire qu'on a un résultat qui est en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Et puis, il y a des résultats positifs. Donc, là, en bas à droite, c'est marqué qu'une étoile, c'est peu significatif, 2, ça l'est beaucoup, et 3, ça l'est énormément. Et donc, il y a plusieurs résultats qui sont vraiment très significatifs, en positif ou en négatif. Par exemple, celui-là, je vois Monsieur Verseau et Madame Verseau, ils sont vraiment bien au-delà du hasard dans le nombre de couples, mais en fait ça a été remarqué dans d'autres études. Si vous regardez la diagonale, en fait, le résultat est quasiment toujours important, enfin pas tout le temps d'ailleurs, mais quasiment toujours, parce que souvent, c'est pas que des personnes du même signe se mettent ensemble. Quand on regarde vraiment dans le détail, c'est des personnes qui sont nées à 2 jours d'écart. Donc on ne sait pas si c'est le fait de se dire tiens, moi je suis né le 3 avril, moi je suis né le 4. Est-ce que c'est pas que ça favorise quelque chose et après la relation vis-à-vis, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on fait vraiment au jour jour, on voit bien que c'est pas le signe qui est vraiment très représenté, c'est vraiment les dates proches de l'anniversaire de la personne qu'on observe. Et donc alors, qu'est-ce qu'on doit en conclure ? Est-ce qu'on doit en conclure que voilà, on voit bien quand même qu'il y a plein de résultats positifs. Et ça, c'est un piège statistique dans lequel il faut vraiment éviter de tomber. Parce qu'en fait, ça ne prouve rien. Et je vais vous le montrer grâce à une autre expérimentation qui, elle, date de 2006 et qui fonctionne sur le même principe. Donc en 2006, c'est un chercheur qui s'appelle Austin qui a réussi à avoir accès aux données d'un assureur. Un assureur qui avait donc des données sur 10 millions de personnes et qui était corrélé, parce que ça l'intéresse, l'assureur, à tout ce qui était maladie, accident, ce genre de choses, pathologie, enfin plein de choses. Et parmi d'autres possibilités, donc, on pouvait faire les corrélations avec les signes astrologiques. Est-ce que le signe astrologique prédispose à telle maladie, à tel accident, à n'importe quoi ? Donc il a utilisé ces fichiers
Par contre, contrairement au livre d'avant, ce qu'il a fait, c'est que pour commencer, il a partagé son fichier en 2 groupes de 5 millions de personnes. Et en disant, le premier groupe, on va te faire un test, et le deuxième, ça sera notre groupe de contrôle, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc, que se passe-t-il ? Eh bien, dans les 5 premiers millions de personnes, on trouve des tas de corrélations entre tel signe et telle pathologie, tel signe et tel accident, tel signe et tel autre. Ça ne correspond pas forcément avec ce que disent les astrologues, d'ailleurs. Et donc, on pourrait conclure que, voilà, encore une fois, on a la preuve qu'il y a bien des relations. Et donc, le problème, c'est que si c'est le cas, soyons rigoureux, ça voudrait dire que dans l'autre fichier, donc je ne l'ai pas dit, mais on a eu une randomisation, on a vraiment partagé au hasard, on a bien mélangé les groupes, on n'a pas partagé en 2 brutalement, on devrait retrouver les mêmes résultats dans l'autre groupe. Et dans l'autre groupe, qu'est-ce qu'on trouve ? On a encore plein de pics, avec des signes associés à des maladies, etc. Mais il n'y en a quasiment plus qui matchent avec ceux qu'on avait trouvés au début. En fait, il n'en reste que 2 qui vont, entre guillemets, confirmer une corrélation, mais tous les autres, ça ne marche pas. Je ne l'ai pas dit, mais donc il y a 223 ou 24 diagnostics qui sont comparés aux signes astrologiques, ce qui est énorme. Et étant donné qu'on a 12 signes, ça fait un nombre de combinaisons qui est considérable. Et en fait, la conclusion des auteurs, c'est de dire que ça, c'est le gros piège qu'il ne faut pas commettre. C'est celui de dire, on va faire un test et on va voir ce qu'on trouve. Non, quand on veut faire un test scientifique, on dit, on va faire un test, on voudrait savoir si on trouve ceci. Et donc, on va poser une hypothèse et on va voir si on trouve ce qu'on a cherché. Très concrètement, vous le verrez aussi passer des fois, il y a des gens qui s'amusent à regarder si on prend tous les présidents de la République et les premiers ministres, est-ce qu'il y a des signes qui sortent plus souvent que d'autres ? Je crois que c'est les cancers qui sortent plus souvent. Mais le problème, c'est que leur expérience, entre guillemets, elle consiste à dire, regardons si on trouve quelque chose. Ils disent pas, ils n'ont pas dit auparavant, est-ce qu'il y a beaucoup de cancers chez les présidents ? Parce que s'ils font ça, ils ont vraiment une chance possible de trouver le bon résultat. Mais si vous voyez bien la différence, c'est la différence entre est-ce qu'il y a beaucoup de cancers chez les présidents de la République, ou alors est-ce qu'il y a un signe qui est très représenté parmi tous les présidents, et donc chaque signe est candidat, ça fait 12 fois plus de chances de trouver quelque chose. La probabilité n'est pas la même. Et donc c'est vraiment le reproche qu'on peut faire au dossier astrologie de Zach, c'est qu'en fait, forcément, vu le nombre de combinaisons possibles dans tout ce qu'ils ont testé dans tous les différents chapitres du livre, c'est normal qu'on en trouve, mais il n'y a aucun groupe de contrôle, donc on ne peut même pas voir s'il y a un résultat parmi tout cela qui se détacherait des autres ou pas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas retenir en fait ce résultat. Si vous avez l'habitude de certaines blagues qu'on voit passer sur Internet, il y a un site qui s'est amusé à regrouper des milliards de données différentes, des nombreuses bases de données qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et quand on a des milliards de données différentes et qu'on cherche des liens, on en trouve. Et il y a de très très bonnes corrélations. Par exemple, chaque année, entre le nombre de personnes qui se noient dans une piscine et le nombre de films de Nicolas Cage qui sortent cette année-là. Il y a vraiment une corrélation. L'erreur, c'est de chercher un sens à cette corrélation. Non, quand on brasse les données, il y a des corrélations qui sortent. Pour l'instant, souvent, ce que sortent les astrologues, c'est ce genre de choses. On a commencé tard, mais combien de temps vous me laissez encore ? C'est 8h30. Alors, ça dépend aussi de l'heure de fermeture, en fait. Ouais, c'est 21h, c'est ça. Donc, est-ce que je prends encore quelques minutes, et puis pour les questions après ? Donc, il faut que je choisisse ce dont je vais vous parler. Je ne vais pas vous parler de Chouinard, mais tant pis. Il y a des résultats qui ont fait beaucoup de bruit dans les années 50 et puis après 60, 70, puisque on a un sceptique qui s'appelait Michel Gauquelin, qui a voulu lui aussi montrer qu'il y avait n'importe quoi derrière l'astrologie et qui a cherché à corréler, lui, les dates de naissance d'hommes célèbres dans différents domaines. Alors il a séparé entre, les militaires, les artistes, les sportifs, et puis je ne sais plus quelle autre catégorie il avait prise. Et il a utilisé le système des maisons astrologiques, c'est-à-dire, je vais le mettre ici, je le mets là, par rapport à ce que je vous ai montré tout au début, c'est-à-dire à un instant T où est un astre dans le ciel.
c'est-à-dire qu'une heure après, il aura bougé. Et donc, lui, il trouve un résultat, et il trouve, en fait, vous voyez là, au moment du lever des astres, si les astres se lèvent ici, ça veut dire, mettons qu'on est tourné vers l'est, en fait, ils vont monter. J'ai perdu, voilà. Là, on va dire qu'ils passent au sud, et puis qu'ils vont se coucher à l'ouest. Donc, ça ressemble à ça. Ici, il y a ce qu'on appelle le milieu du ciel chez les astrologues. C'est le moment où les astres sont le plus haut. C'est-à-dire qu'en se levant à l'est, ils vont être au plus haut au sud, et après ils vont descendre pour se coucher à l'ouest. Et bien lui, il trouve que dans à peu près toutes les professions, il y a 2 pics qui se manifestent, qui sont juste après le lever d'un astre, ça peut être Jupiter, ça peut être Mars, ou alors juste après sa culmination. Et c'est au-dessus de ce que prévoit le hasard. Et donc, il a été surpris parce que lui, il voulait montrer qu'il n'y avait pas de lien. Et en fait, il trouve quelque chose. Donc, il a envoyé ses résultats à un groupe sceptique. Je ne sais plus lequel c'est. C'était peut-être le comité para en Belgique. Et donc, les sceptiques ont repris toutes ces données, ont refait tous les calculs. Et ils ont trouvé les mêmes résultats. Alors, Gauquelin, je ne l'ai pas dit, c'était un psychologue. Donc, c'est quelqu'un qui était aussi familier des statistiques. Ce n'était pas un amateur. Donc, il avait fait du bon boulot. Et le résultat était là. Mais vous avez vu ce qu'on a dit avant, il a cherché s'il trouvait quelque chose et il a trouvé des choses. Mais bon, si on cherche dans plein de directions différentes, c'est pas étonnant de trouver des choses, même rares. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que d'autres sceptiques ont reproduit l'expérience quelques temps plus tard. Et ils ont retrouvé des résultats comparables. Et puis après, d'autres groupes sceptiques ont recommencé, ont refait l'expérience. Et là, ils n'ont pas retrouvé ces résultats. Donc ça a commencé à diverger. Et puis bon, ça a duré des dizaines d'années, et puis c'est un vrai sac de nœuds. Michel Gauquelin a fini par donner toutes ces données à un de ses amis qui était psychologue, qui a tout repris, donc même celles qu'il n'avait pas utilisées, et il s'est rendu compte qu'il y avait des personnalités que lui aurait mis dans l'expérimentation, que Gauquelin n'avait pas mis, sans pouvoir vraiment le justifier. Donc ça a mené un peu un doute sur ces résultats. Et puis finalement, donc, ça a été de débat en débat. Et puis il a fini par se suicider. Je ne sais pas si c'est vraiment lié à ça ou à d'autres choses dans sa vie, mais bon, ça s'est mal terminé. Et il a demandé à l'ami à qui il avait donné ces données que le jour où il mourrait, il voulait que tout soit détruit. Donc ces données sont perdues. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que on ne pourra jamais vraiment en tirer quelque chose. Je pense que les expériences ont été refaites et qu'elles n'ont pas été confirmées. Et donc, ça a été une aventure, je dirais, au cours du XXe siècle. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des astrologues qui ont dit « Ouais, génial, donc l'astrologie est prouvée ». Il y en a d'autres qui en sont restés à leur position d'avant, de dire « Mais non, les statistiques ne peuvent rien dire sur l'astrologie ». Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les astrologues qui ont dit que l'astrologie était prouvée, ils n'utilisent pas forcément les 2 positions là en question qui sont censées être des positions démontrées. Donc en fait, c'est pratique que ça soit prouvé, mais bon, on ne va peut-être pas utiliser ce qui a été trouvé. Et puis il y a un autre gros problème que Gauquelin avait montré lui aussi, c'est qu'en gros, même si ce n'est pas si simple, chacun des morceaux entre guillemets de camembert ici correspondent à des maisons astrologiques différentes. Or, pour un astrologue, un artiste devrait plutôt avoir quelque chose qui apparaît ici, dans cette maison-là. Un sportif, ça devrait être plutôt ici, ou ailleurs. Mais en fait, cette position-là et cette position-là, elles ne correspondent pas à ce qu'il a trouvé. Donc, indirectement, ça invalide tout un tas de classements astrologiques, et ça, les astrologues refusent de le remettre en question. Et c'est aussi ça qui est difficile quand on débat avec des astrologues, c'est que c'est comme si en fait ils n'étaient pas prêts à admettre qu'il y a des choses qui sont fausses et à les mettre de côté. Leur conviction n'est pas fondée sur les faits en fait. Bon, je ne parle pas de ça. Un autre test qui a été monté par un astrologue aussi, c'était quelqu'un d'un courant astrologique qu'on appelle les conditionnalistes et qui était un féru de jeux d'échecs. Et en fait, il s'est procuré les données de naissance des meilleurs joueurs d'échecs du monde entier. Et, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'était en 93, il voulait chercher, c'est ce qu'ils avaient défini avant le test, combien on trouverait de conjonctions et d'oppositions entre les planètes Mercure et Saturne dans les thèmes de naissance des joueurs d'échecs. Donc une conjonction, ça veut juste dire que dans le ciel, on a l'impression que Saturne est à côté de Mercure, alors qu'en opposition, ça veut dire que
du point de vue de la Terre, si Saturne est là, Mercure est de l'autre côté. Et donc, d'après la symbolique astrologique, Mercure, c'est tout ce qui renvoie un peu à l'intellect, l'intelligence. Donc c'est quelque chose normalement dont les joueurs d'échecs devraient être bien dotés. Saturne, c'est tout ce qui est la rigueur, c'est la rigueur un peu mathématique, un peu froide, c'est associé à la science d'ailleurs. Et donc en théorie, si Mercure et Saturne sont ensemble, d'un point de vue astrologique, on a des personnes qui sont intellectuellement aptes à vraiment être très concentrées sur ce qu'elles font, très rigoureuses, très dans les schémas ou stéréotypes qu'on attribue aux joueurs d'échecs, alors qu'à l'opposition, elles vont se contrecarrer. Donc ça devrait nuire en fait à leur capacité à être d'excellents joueurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Voilà ce qui est trouvé. Donc ils trouvent que chez les 550, voire 650 meilleurs joueurs d'échecs en 1993, si on va de gauche à droite, en fait, on lit de 0 à 18 degrés, c'est donc les positions des astres dans le ciel. Être en conjonction, ça veut dire être à peu près à 0 degré. Donc si Mercure et Saturne sont en conjonction, elles sont très proches l'une de l'autre, et les astrologues s'autorisent des écarts, donc de 0 à 4 degrés, on a des conjonctions. Et eux avaient prévu qu'il y aurait beaucoup plus de conjonctions donc, que d'oppositions. Et effectivement, il y a beaucoup de conjonctions. Et à côté, vous avez le nombre d'oppositions. Et il n'y en a pas. Et il n'y en a pas, alors qu'il devrait y en avoir déjà, et il y en a beaucoup moins. Si après on s'éloigne, c'est-à-dire si on prend des conjonctions plus larges, on se rend compte qu'il y a encore une différence, mais elle est moins prononcée et elle disparaît quand on élargit encore ce qu'on appelle l'orbe. Et puis en 2010, j'arrive, entre guillemets, c'était au moment où j'essayais de tout vérifier, donc je m'attaque à cette expérience-là, et je regarde dedans, et je calcule un petit peu les probabilités. Et en fait, je me rends compte, donc là, si on compare les résultats, en gros, ils s'attendaient à trouver, on va dire, de mémoire, c'était 45 conjonctions et donc 45 oppositions dans la population qu'ils avaient retenue. Et en fait, moi, je calcule ce que prévoit le hasard. Non, je vais le dire autrement. Eux, ils avaient juste prévu qu'il y aurait plus de conjonctions que d'oppositions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et moi, je calcule et je vois que le hasard prévoyait 45 de chaque. Et en fait, je crois que les conjonctions, il y en avait 43. Donc là, je ne sais plus à quoi correspond le 100 exactement, mais dans celui où ça marchait le mieux, enfin en tout cas, il y en avait 43, donc il y en avait ce que prévoyait le hasard. Alors que pour la tradition astrologique, la conjonction, c'est quelque chose de très très fort, c'est la plus importante des configurations, et donc c'est juste pas possible qu'il n'y en ait pas, puisque les joueurs d'échecs devraient être avantagés par cette conjonction. Or là, d'après ce qu'ils trouvaient, il y avait vraiment ce que prévoyait le hasard. Par contre, il manquait des oppositions. Il y avait vraiment très peu d'oppositions. Et donc, c'est ce que j'avais fait remarquer à tout le monde. Je leur avais dit, mais donc, manifestement, le problème, c'est que ça montre qu'effectivement, ça manque d'opposition. Il devrait y en avoir plus, en théorie. Et par contre, ça montre que la conjonction n'a aucun impact sur les joueurs d'échecs. Ça, pour un astrologue, c'est difficile à entendre, puisqu'il y a juste le nombre que prévoyait le hasard. Donc ça a été un petit peu mon apport à cette discussion. Et donc, en gros, si on acceptait de dire que ça prouvait quelque chose, c'était un peu une victoire à la Pyrrhus pour l'astrologie, parce que ça obligeait à reconnaître aussi qu'une forte configuration astrologique était à rejeter. Donc, c'était pas totalement gagnant. Christophe de Seine a remis ça en 2014, et il a retrouvé à peu près les mêmes résultats. En 2018, ils ont essayé avec les joueurs de Go, et il semble qu'ils ont retrouvé à peu près les mêmes résultats. Donc là, il y a des astronomes que je connais qui ont quand même regardé un petit peu, ils se sont dit, c'est très étrange, parce qu'une fois, c'est normal, le hasard peut rendre compte de ça, mais s'ils retrouvent les choses, ça ne l'est pas. Et donc, en fait, ils ont vu que entre les fichiers retenus pour 93 et 2014, déjà, il y avait un certain nombre de joueurs qui étaient dans les deux. Ce qui pourrait expliquer que, oui, s'il y avait des manques dans le premier fichier, ça pouvait jouer sur le deuxième. Alors ça, c'est un problème. Ensuite, quand on sépare de 0 à 4 degrés, à 11, etc., là, par contre, les résultats de 93 et 2014 ne sont pas cohérents. En plus, si vraiment il y a une influence, on devrait s'attendre à ce que plus les conjonctions sont larges, c'est-à-dire moins c'est des vraies conjonctions, et moins on a un effet. Et en fait, non, des fois il y en a plus, des fois il y en a moins, donc c'est pas vraiment cohérent. En plus, pourquoi on va de 0 à 4 degrés, de 4 à 11 ? Pourquoi on ne va pas de 0 à 2, et puis de 2 à 7, et puis de 7 à 18 ? Est-ce que les astrologues, consciemment ou inconsciemment, ont choisi les bons écarts pour qu'on observe le problème ? Donc finalement, en gros, c'est des conclusions des astronomes. Il faudrait vraiment
refaire ça sérieusement, et puis voir ce qui va se passer. Et en tout cas, je ne sais pas si ça sera fait, mais Christophe de Seine est mort d'un cancer là, il y a 2 ans, je crois. Donc en tout cas, c'est pas lui qui va mener la suite. Donc c'est pas totalement convaincant, mais on peut se poser presque des questions. Je vais terminer avec celle-là, qui est une de mes expérimentations fétiches. Donc M. Dean, l'ex-astrologue d'Australie, a eu accès un jour avec un autre psychologue à un échantillon de population. En fait, c'était des chercheurs qui avaient regroupé des personnes, une cohorte de 6000 personnes nées à Londres entre le 3 mars et le 9 mars 1958, et je ne sais plus pour quelle raison, ils leur avaient fait passer des tests psychométriques, alors 110 variables différentes mesurées, donc celles relatives au QI. Ils leur ont fait passer ces tests à 11 ans, à 16 ans, à 23 ans. Ils ont même testé des liens avec leur mère, et donc ils avaient, ils étudiaient ça, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc Dean et Kelly ont récupéré en fait les données, et se sont dit, tiens, est-ce qu'on pourrait comparer avec l'astrologie déjà ? Parce que, d'après l'astrologie, des personnes nées au même endroit et au même moment ou quasiment, normalement, devraient avoir non seulement des réussites professionnelles proches, sinon identiques, mais aussi certains traits de caractère communs ou des capacités cognitives communes. Et donc, ils sont allés comparer, en fait. Ils ont bien fait attention, parce que Londres, c'est un peu grand, à bien prendre vraiment les personnes qui étaient nées le plus près possible les unes des autres. Donc le pic en question, il montre juste les endroits où on a les gens qui naissent dans des hôpitaux très proches les uns des autres. Et puis quand on est astrologue, il y a un problème qui se pose tout de suite avant même de voir les résultats, c'est que je vous dis que les gens sont nés entre le 3 et le 9 mars 58. Ça fait 6 jours d'écart. En 6 jours, la Lune traverse plusieurs signes astrologiques. Donc pour un astrologue, pris comme ça, tel quel, il y a un énorme problème, c'est que la position de la Lune, c'est censé être important pour l'astrologie, donc ça ne va pas être génial. C'est pas bon comme donnée de départ. Qu'à cela ne tienne, je pense que Geoffrey Dean y avait quand même pensé. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des 2000 personnes et ils les ont rangées par ordre de naissance, du début à la fin des 6 jours. Et l'idée, ça n'a pas été de chercher des liens entre les uns et les autres, ça a été de ne comparer que les personnes nées l'une après l'autre. Et là, les écarts de naissance sont en moyenne inférieurs à 5 minutes. Chez des astrologues, on appelle ça des personnes jumeaux astrologiques. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 minutes, le thème n'a pas vraiment le temps de changer, l'ascendant s'est déplacé d'1 degré, et donc on a vraiment des thèmes quasi identiques, et là on va pouvoir comparer vraiment ces paires et voir s'il y a quelque chose. En plus, c'est important parce qu'on tient vraiment compte d'un lieu de naissance très précis, et donc on a des cartes de naissance très très proches. Il n'y a absolument aucune corrélation qui ressort de toutes les mesures qui ont été faites ici, là, ailleurs. Il n'y a vraiment rien qui ressort. Vraiment, moi, quand j'ai pris connaissance de cette expérience, d'ailleurs, c'était dans le numéro spécial de Sciences et Pseudosciences qui était consacré à l'astrologie à l'été 2009, et donc c'est Jean-Paul Krivine qui en parle dans un de ses articles. Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'avoue que j'étais à un moment où j'étais quasiment sorti de l'astrologie, mais bon, j'étais un peu limite. Et là, c'est une des raisons qui ont fait que vraiment, je me suis dit, ouais, bon, là, vraiment, c'est difficile de défendre ça, quoi. Et donc, quand on demande aux astrologues, mais pourquoi ce genre d'expérience, ça rate ? Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a des fois des critiques de détails, mais il n'y a pas vraiment d'explication globale. Donc, en général, on laisse de côté, on ne répond pas, on est silencieux, et c'est vraiment terrible, pour l'astrologie en tout cas. En fait, j'avais quasiment fini. Donc, en gros, souvent, moi, ça m'arrive régulièrement, ça m'énerve sur des forums, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a plein de gens qui viennent et qui disent « Mais et si on testait l'astrologie quand même, ça serait bien qu'on voit un peu ce qu'il y a derrière ?» Oui, le nombre de fois que ça a été fait, c'est terrible. Et puis souvent, ces gens sont de bonne foi, comme je l'étais moi auparavant. Ça marche tellement bien l'astrologie qu'il faudrait quand même qu'on montre qu'il y a quelque chose derrière. Mais en fait, ça a été fait et refait. Et donc, j'ai amené avec moi un petit peu ce qu'on peut considérer comme les bibles sur le sujet. C'est-à-dire que Geoffrey Dean, dont j'ai parlé plusieurs fois, en fait, avait commencé un travail qu'il a publié en 1976, c'est-à-dire de regrouper tous les résultats expérimentaux de 1900 à 1976.
Et en fait, il a tout regroupé pour essayer de faire des synthèses, de montrer un peu ce qu'on pouvait en tirer. Et il a remis ça en 2013, et il a remis ça en 2016, et il a remis ça en 2020. Donc j'étais pas au courant, je l'ai découvert cette semaine. Et donc ils sont 4 à vraiment regrouper tout ce qui a été fait sur les thèses sur l'astrologie. Et donc ça va même de 1900 à 2020, pas de 1976. Et il recense plus d'1 millier d'expérimentations. C'est sur 900 pages, avec 1500 illustrations, 2000 références, enfin c'est monstrueux. Et donc, les astrologies, on peut dire vraiment qu'elles ont été testées de multiples fois, de multiples façons, avec ou sans les astrologues, enfin quasiment tout a été testé dans l'astrologie. Et le résultat, il est nul, quoi. Il n'y a pas vraiment de choses qui ressortent de ces expérimentations. Donc, est-ce qu'on peut tester l'astrologie? Bien sûr, il suffit de le faire notamment avec des astrologues. Les résultats sont vraiment sans appel. S'il y a une expérimentation qui est réussie de temps en temps, c'est normal, parce que par hasard, ça doit arriver, qu'une expérimentation réussisse une fois. Mais quand on la réplique, si elle ne réussit plus, c'est que c'était le hasard. Et donc, ma conclusion, c'est oui, on peut tester l'astrologie, on l'a déjà fait, et l'astrologie ne passe pas l'épreuve du test. Donc on peut y croire, on peut être convaincu, on peut trouver un intérêt à la pratiquer, moi j'ai connu ça. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas commettre l'erreur de se dire qu'on a un outil qui permet d'explorer le réel. C'est un outil d'inspiration qui permet de se poser des questions sur plein de choses, de s'introspecter, mais pour l'instant, l'outil est manifestement arbitraire. Il n'est pas fondé sur quelque chose qui marche simplement. Et puis même vraiment les expériences les plus simples, il y a plein d'expériences très très simples qui ont été faites, et ça rate tout le temps. Dès que l'astrologue n'est plus en contact avec la personne, dès qu'il ne peut pas être biaisé par ses réactions, ce genre de choses, ça ne marche plus. Donc je vais m'arrêter là. Si vous voulez aller plus loin, j'ai publié 2 ouvrages qui sont à l'entrée, si ça peut vous intéresser. Le premier, c'est un essai qui s'intéresse à l'expression science des astres, que les astrologues utilisent encore parfois. Et donc, j'essaie d'attaquer un peu ça dans tous les sens. Je retrace l'apparition des horoscopes de presse aussi en Angleterre, et j'interroge vraiment la question du lien entre l'astrologie et la science. Donc, c'est un essai critique. Et à droite, si ça peut vous intéresser, c'est mon parcours. On a publié ça avec Elisabeth Fetty. C'est une personne qui a monté un podcast qui s'appelle Métal Choc, et qui en fait raconte comment je suis tombé dans l'astrologie, comment j'y ai cru, pourquoi j'y ai cru, comment j'ai voulu la prouver, comment j'ai essayé de le faire, et comment, en me heurtant un peu à des réalités, en vérifiant tout, j'en suis sorti. Voilà, si ça vous intéresse, ces 2 livres existent. Et le titre, évidemment, c'est ironique, l'astrologie, ça marche, mais ça marche trop en fait. C'est-à-dire ça marche même si on se trompe de date, c'est pas un bon argument. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, il nous reste un quart d'heure à peu près. Si vous avez plein de questions, je préférerais des questions d'abord en lien avec la conférence et éventuellement des questions après qui en débordent. Monsieur. Tout à l'heure, vous parlez d'une expérience qui avait été faite avec des astrologues illustres. Une vingtaine sur 90 personnes, en double aveugle. Est-ce que vous savez si parmi ces astrologues, il y en a qui ont renoncé après? Alors ils se sont rendus compte de la chose et tout. Je n'ai pas du tout cherché de ce côté-là, mais je pense que les sceptiques insisteraient dessus si c'était le cas. Okay. Donc qu'ils aient été bousculés forcément, c'est une bonne question, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Alors, je commence ici, puis après je viens vers vous. Je me demandais en fait, dans l'évolution de l'astrologie, on a découvert plusieurs planètes relativement tard, même plutôt au XXe siècle. Du coup, je me dis, peut-être je me demande en fait comment l'astrologie elle s'est adaptée à ces découvertes-là, et peut-être qu'en fait c'était déjà une sorte de test de l'astrologie, parce que ça a fonctionné avant. Ensuite, il y a eu ce bouleversement-là de nouvelles planètes. Je me demande un peu comment c'est intervenu. Okay. Est-ce que tu peux me reposer cette question un peu plus tard? Parce que pour moi, c'est un peu, on déborde un peu. Oui, ça marche. Monsieur? Non, du coup, en fait, c'est intéressant au début de voir l'aspect technicité de l'astrologie. Oui. Ce qui pourrait valider en soi un côté très scientifique, et finalement, en soi, on est trouvé par la suite, malgré les différents tests, les statistiques et les mathématiques ont prouvé que manifestement c'était un peu compliqué.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas finalement, parce que l'astrologie c'est relativement ancien, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement qualifier ça de folklore ou de... Je dirais après, ça dépend qui en parle. C'est-à-dire que je pense que pour tous les scientifiques et la plupart des intellectuels, c'est le cas. Moi, je pense que oui, bien sûr, ça relève du folklore. Et après, si la population n'est pas au courant de ça, là, on est là pour ça. Pour moi, c'est vraiment une question d'information. C'est-à-dire qu'il y a très très peu d'articles qui expliquent ce genre de choses, qui rentrent dans le détail, qui déconstruisent, alors qu'il y a énormément d'articles sur l'astrologie, en fait. C'est marrant parce que en fait, moi je suis en enseignement et j'ai des jeunes de 16 jusqu'à 23 ans. Ouais. Et en fait, très souvent, en fait, j'entends parler, et notamment, c'est une discussion de ah, j'ai eu mon horoscope ce matin. Et du coup, je pense qu'il y a aussi cette envie de croire, et c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Bien sûr. Vraiment, je pense que le côté folklorique est très présent finalement, sous couvert de. Complètement. L'astrologie, quand on cherche un peu, elle est de partout en fait. Elle est de partout, et notamment dans les médias. Quand on voit que 40% des Français pensent encore que l'astrologie est capable de décrire les traits de caractère des gens, 40%, c'est quasiment un Français sur deux. Donc, étant donné que les horoscopes sont partout, moi je pense que dès notre plus jeune âge, en fait, on peut tomber là-dedans un petit peu malgré nous. Et si on n'a pas à côté de nous finalement des adultes qui peuvent nous expliquer, ce qui n'est pas du tout évident, en quoi, non, malgré les apparences, ça a été invalidé, ça ne marche pas, etc. Moi j'estime que c'est presque normal de tomber dedans finalement. Parce qu'on n'est pas armé intellectuellement pour ne pas céder à ces pièges-là, à ce que j'appelais l'auto-validation subjective au début. En fait, on se reconnaît dans nos descriptions. On en parle avec nos amis, donc entre guillemets, on se contamine. C'est un argument négatif, c'est un terme négatif, mais vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je pense vraiment qu'il faudrait suspendre les horoscopes de presse. Il y a plein d'astrologues qui le pensent aussi, mais je pense vraiment que ça ferait pas de mal, en tout cas, que ce soit le cas, parce que c'est fondé vraiment sur rien, c'est même rejeté par la plupart des astrologues. Et je dirais même, pour aller plus loin, le genre de critique là que je viens de faire, je suis même pas sûr que ça touche des personnes qui ne connaissent pas le sujet. Parce que pour elles, l'astrologie, c'est « Ah oui, mais moi je suis taureau, donc je suis quelqu'un de terre à terre ». C'est de la caractérologie astrologique. Et en fait, ils sont à des années-lumière, ils ne se rendent pas compte de ce que en fait, est vraiment l'astrologie. Et moi, je me demande si la critique, justement, sceptique, elle échoue pas aussi parce qu'on ne parle pas de la même chose. Parce que ça, c'est de la vraie critique. Et ça devrait invalider tout. Enfin, je veux dire, les horoscopes et l'astrologie édoucine ne peuvent pas marcher à cause de ce que je viens d'expliquer. Mais pour les gens, c'est pas du tout leur quotidien, c'est pas là-dessus qu'ils le fondent, et je me demande dans quelle mesure, en fait, ça explique aussi qu'on n'arrive pas à les toucher. Donc voilà, mais en tout cas, vous n'êtes pas le seul, Moi, j'ai un de mes copains qui est enseignant, et un jour, ses élèves sont venus lui demander son signe astrologique. Ça devait être important pour la relation au prof, quelque chose comme ça, voilà. Une autre question, oui ? Est-ce qu'on a cherché à tester l'influence que pourrait avoir la connaissance de son signe, les traits traditionnellement associés à son signe? Est-ce que ça peut avoir une influence Alors, oui, je ne l'ai pas dit, mais la première expérimentation dont je vous ai parlé, où les chercheuses faisaient lire un horoscope positif ou négatif, et puis après, donc, ça avait un effet sur leur performance. En fait, ils ont aussi corrélé ça à la croyance en astrologie. Et donc, plus on croit en astrologie, et plus on est influencé par l'horoscope. Et donc, inversement, il y a longtemps que les psys ont intégré ça même aux expérimentations, et c'est pour ça que dans l'expérience de Carlson, ils faisaient vraiment attention que les gens qui étaient testés aient le même signe. Parce que, oui, il y en a beaucoup qui le connaissent, ou même des fois qui ne le connaissent pas, mais qui ont été en contact avec des personnes qui le connaissent, donc ils ont finalement des connaissances, qui font qu'ils sont imprégnés de ça, et ça influence après leur jugement, tout ça. Et en tout cas, on sait que ça peut influer donc, sur les résultats. Ouais. Oui ? Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. C'est très intéressant. Je ne veux pas apprendre ce que je peux faire, mais très intéressant. Très intéressant. La question que je me pose, c'est de chercher. Là, on parle beaucoup de croyances et non-croyances, ou d'adhésion et non-adhésion, comme si c'était un peu l'un ou l'autre. Et je me demande à quel point on est
pas aussi dans des variables plus continues que discrètes sur ces questions-là. Moi-même, personnellement, j'ai une casquette de formation scientifique que je ne défendrai jamais parce que ça. Ouais. Et en même temps, un fond de moi qui fait que j'ai pas pu m'empêcher de demander quelques signes pendant cette conférence, ce dont je ne suis pas très fière, d'un point de vue de rigueur scientifique. Ah ouais. Et donc voilà, est-ce que sur ça, il y a des. Je sais pas, vous avez une réflexion, il y a des études sur cette question voilà, d'adhésion à ça. On n'est pas forcément dans le sens de l'idée. Oui, bien sûr. Bien sûr. Le problème, entre guillemets, de l'astrologie, surtout des 12 signes depuis les années 50, qu'on mesure un petit peu ça et que les sociologues étudient ça, c'est qu'on constate que, donc, pour l'essentiel de la population, l'astrologie, c'est une forme de croyance clignotante. Donc, croyance clignotante, ça rejoint un peu ce que vous disiez. Vous avez entendu la question ou pas ? Ouais, c'est bon. C'est-à-dire que, en fait, les contradictions et les lacunes de l'astrologie sont tellement manifestes que je pense que quasiment personne ne les nie. Et donc, c'est aussi pour ça que la plupart des gens en viennent à finalement en tirer ce qu'ils peuvent en tirer, tout en se disant ouais, c'est peut-être n'importe quoi, mais ça me parle, ça me correspond. Et donc, en fait, quand ça peut leur servir à quelque chose où ils ont l'impression que ça leur sert, ils y croient. Et puis, pour d'autres choses, ils n'y croient plus. Donc, bien sûr, c'est pas aussi simple. L'astrologie, c'est pas soit on y croit, soit on n'y croit pas. La plupart du temps, on ne sait pas quoi en faire finalement, parce que c'est pas du tout évident d'interroger l'astrologie et de savoir si on peut lui faire confiance ou pas. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille là-dessus, donc c'est assez clair dans mon esprit. Mais sinon, si on vous met face à un astrologue que vous n'avez pas l'habitude, il y a des tas d'arguments, de rhétorique, de choses comme ça qui font que on peut se poser la question de bonne foi si on ne sait pas trop comment appréhender le sujet. Puis même des fois en sachant, en étant familier, des phénomènes, etc. Oui. Je sais que, mais Oui. en fait, j'ai quand même envie. Oui, et puis ça me correspond tellement et tout ça. Ouais, c'est ça, il y a un truc. Bien sûr, ouais. Croyance clignotante. Bien sûr. Je ne sais pas si ça répondra aussi un peu à votre question, mais il y a eu un résultat en 1993 qui m'a marqué. Alors ça ne m'a pas marqué en 1993, mais l'année dernière, quand j'en ai repris connaissance, c'est qu'en fait, dans le même sondage, il y a 3 questions par rapport à l'astrologie. Il y en a une, alors je vais le faire dans cet ordre-là, est-ce que vous croyez aux prédictions par les signes astrologiques ? Donc ça, en gros, on teste la croyance dans les horoscopes. Et il y a 29% des personnes qui disent oui. 29%, ça fait déjà du monde. Il y a une autre question, est-ce que vous croyez dans la capacité de l'astrologie à expliquer, à rendre compte des traits de caractère ? Donc là, c'est plus l'astrologie de naissance. Alors là, ils sont plus 29, ils sont 43. Je crois 43%. Donc il y a un vrai écart entre les gens qui pensent qu'on peut s'interroger sur soi avec l'astrologie et que c'est pertinent, et puis ceux qui croient dans les prédictions par les signes. 29 et 43. Il y a une troisième question, croyez-vous en l'astrologie ? Et de mémoire, il y a 35% des gens qui croient en l'astrologie. On a 29 qui croient aux prédictions, 43 qui croient à l'explication des traits, et il y a moins de gens qui croient en l'astrologie que croire en l'explication des traits de caractère. C'est absurde en première apparence, on va dire. Mais en fait, je pense que ça rejoint vraiment un peu ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que c'est pas clair dans la tête des gens. Et non, je peux pas croire en l'astrologie parce que je sais qu'il y a ça et ça qui va pas. Mais par contre, pour les traits de caractère, si, quand même. Et voilà, c'est ça qui est bizarre. Enfin, il y a quand même des gens, je ne sais pas si c'est un débat là-dessus, qui confondent encore astrologie et astronomie. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a un autre sondage, c'est un baromètre européen qui interroge le rapport, je crois, peut-être des Européens et de la science, pas seulement les Français. Et ils avaient fait, une fois dans un sondage, ils avaient mis les 2 questions avec le mot astrologie et avec le mot astronomie pour être sûr que les gens faisaient la différence. Et les réponses sont très... Enfin, les scores diffèrent très peu, finalement. J'étais surpris et embêté, parce que c'était bien pratique comme explication. Malheureusement, ça ne se joue pas là, semble-t-il. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui. Du coup, parce que me choque entre guillemets, c'est qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'expérimentation depuis des années. Moi, ma question, c'est les astrologues sont quand même au courant, mais ils sont parce que c'est quand même un peu leur fonds de commerce. Moi, j'imagine qu'il y en a certains qui le vivent. Et la question, c'est que je pense qu'ils savent ce qui se passe au niveau des expérimentations,
en fait, ils choisissent un peu ce qu'ils font en fait, dans les résultats. Ils choisissent complètement quand ça marche. Et quand ça marche pas, bah, ils y font même pas, ils y mentionnent même pas. Et la seconde, bah, c'est éthiquement parlant. Comment ils arrivent à gérer le fait que bah, maintenant on sait très bien quand ça marche et quand ça marche pas. Comment ils peuvent justifier ça, comment ils peuvent se justifier et vivre avec. C'est un peu bizarre, du coup, surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'on a quand même comme preuve. Eh ben, merci beaucoup, parce que moi, c'est vraiment des questions que je me pose, effectivement. Et je vais être, assez clair là-dessus. Les astrologues ne connaissent pas ces résultats. C'est pas qu'ils choisissent ceux qui les arrangent et ceux qui les arrangent pas, c'est que la plupart, ils ne les connaissent pas. D'abord, il y a une question de génération, c'est-à-dire que quand toutes ces expérimentations sont sorties, en tout cas dans les années 70, 80, 90, les astrologues d'alors en entendaient parler, parce qu'il y a des astrologues, notamment français, qui ont participé. Mais la jeune génération, là, de maintenant, la plupart connaissent même pas ça. Et moi, quand j'étais dans le milieu astrologique, c'était flagrant, la critique de l'astrologie n'est pas connue. Elle n'est pas connue. C'est-à-dire qu'on connaît les gros arguments, mais dans le détail, on ne la connaît pas. Et je sais pourquoi, parce que j'étais concerné. Moi, c'était très difficile d'aller lire les textes des sceptiques. Quand je n'étais pas moi-même sceptique, aller lire un article d'un sceptique, c'était insupportable. D'abord, il m'attaquait moi, parce qu'il critiquait ma croyance. Donc j'avais vraiment une réaction viscérale, en fait, qui faisait que c'est difficile d'aller lire vraiment les comptes rendus scientifiques dont on sait qu'en général ils sont négatifs. La deuxième chose, c'est que j'avais l'impression qu'il ne parlait pas de ma discipline. Là, moi, ce que je viens de vous raconter, quand j'étais astrologue, j'aurais pas compris la moitié de ce que j'ai dit déjà, et alors que j'avais quand même une certaine formation. Et en plus, l'astrologue est beaucoup dans la pratique, vraiment dans l'utilisation avec une personne, avec des questionnements personnels. Et donc, quand on teste l'astrologie, il faut qu'on mette de côté un petit peu cette dimension-là. Ce qui fait que c'est pas évident non plus de s'y intéresser. Et la pire des choses pour moi, c'est justement que dans les bulletins des astrologues, il n'y a pas d'information là-dessus. Et réellement, la critique astrologique n'est pas connue dans le milieu astrologique. Et ça vient aussi d'autre chose, c'est que le monde des astrologues, c'est une bulle un petit peu fermée. Et en fait, j'ai envie de dire, en termes d'arguments d'autorité, leurs autorités à eux sont d'autres astrologues. Donc les astrologues lisent beaucoup les astrologues, qui lisent eux-mêmes des astrologues, qui ont lu des astrologues. Et il y en a très peu qui sont allés lire les historiens, qui sont allés lire les scientifiques. Ce qui fait qu'il y a énormément de mythes qui circulent dans cette bulle cognitive un petit peu, qui fait que, en fait, ils se confirment un peu les uns les autres en permanence, et ils ne ressentent pas le besoin. Ils ne ressentent pas le besoin d'aller voir à l'extérieur. D'où la conséquence par rapport à la deuxième partie de votre question, sur le plan éthique, eux, ils n'ont pas de problème. Parce que dans leur bulle, tout va bien, et ils se basent malheureusement sur la satisfaction de leurs clients, donc leurs clients sont satisfaits. Ceux qui ne le sont pas ne reviennent pas, donc ils n'ont pas ce retour-là. Et résultat, ils ne se posent pas ces questions. Alors que moi, pour moi, c'est de l'irresponsabilité de continuer d'appliquer des pratiques dont on sait qu'on a montré qu'elles étaient fausses. Il y en a plein. Et de ne pas oser se confronter à cette réalité-là, tenir compte des résultats, ne serait-ce que pour envisager de modifier la discipline, de la faire évoluer, de lui faire intégrer de nouvelles connaissances. Moi, naïvement, j'ai commencé comme ça au départ. Mais non, on est dans un monde de croyances. C'est-à-dire qu'on a une relation à la connaissance qui est différente. Il faut qu'elle nous serve à nous élever, à évoluer intérieurement, à réussir notre vie, notre karma, etc., etc. On n'a pas du tout les mêmes approches que des approches sceptiques et scientifiques. D'un autre côté, je pense que toutes les expériences dont tu as fait mention ont été publiées dans des publications scientifiques. Et si elles ne sont pas relayées par les médias, elles n'arrivent pas. Moi, personnellement, toutes ces expériences-là, avant de devenir, de m'intéresser, bien sûr, au travers du scepticisme, un petit peu de ça, ça ne peut jamais arriver aux oreilles. Moi, quand je pratiquais, je n'étais pas au courant de tout ça. J'en connaissais une ou deux, mais un peu toujours les mêmes, en fait. Donc oui. Pas d'autres questions ? Si ? Est-ce que vous savez, en termes de tendance, vous avez donné des pourcentages de gens qui croient en l'astrologie, est-ce que c'est une tendance qui augmente, qui diminue ? Est-ce que ça dépend aussi des régions, des cultures ? Si vous avez cette information-là. Région, ça veut dire pays ou
Donc j'ai pas d'informations sur l'étranger, j'avoue. Ne serait-ce que parce que souvent les astrologies sont assez différentes. Je crois que les anglo-saxons sont beaucoup plus portés sur les constellations, alors qu'en France on l'est beaucoup moins. Donc il y a tellement de choses déjà en France. Il y a eu un truc qui est paru il y a un peu plus d'1 an où on disait oui, l'astrologie est en hausse constante depuis 20 ans, alors qu'en fait on a un chiffre il y a 20 ans et on en a un aujourd'hui. Et donc on a une hausse constante. Bon, moi ça me pose problème. Et quand on reprend tous les résultats des études sociologiques depuis une 40aine d'années, en fait on voit la croyance qui fait ça. Donc ça dépend des moments, des modes, des clashs, de tel astrologue qui se ridiculise dans les médias, de choses comme ça. Donc on pense qu'il y a plutôt une fluctuation en fait. Et c'est vrai qu'en ce moment avec la Covid et que les gens sont un peu inquiets, que ça a bouleversé leur quotidien, on pense que les gens se sont un peu plus intéressés à l'astrologie. Ouais. Donc elle est à un point haut en ce moment. Mais de là à dire qu'elle est en hausse, il faudrait confirmer ça dans quelques années. Voilà, si ça répond à peu près. Et le nombre d'astrologues, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, l'évolution Donc le nombre d'astrologues, ça, je pense, toujours été une grande inconnue, parce que je crois qu'à l'INSEE, on n'a pas de quoi vraiment les répertorier. Donc, moi je sais, quand j'y étais il y a 15 ans, on parlait de 3000 astrologues, mais je ne sais pas comment ce chiffre, ce nombre a été établi. Donc c'est à peu près, quoi. Et puis, de mémoire, à l'INSEE, ils étaient dans la même case que tout ce qui était voyant, marabout et machin, ce qui veut dire qu'en fait, on a un nombre général, mais les astrologues, là-dedans, on ne sait pas trop. Et moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très nombreux. Alors, c'est vrai que mes impressions datent, on va dire, d'il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas maintenant où ça en est. Par contre, avec les réseaux sociaux, c'est vrai que l'astrologie des 12 signes a vraiment une caisse de résonance qui est monstrueuse en ce moment. Mais je ne sais pas où ça va mener, en fait. D'autres questions ? Donc, je vais pouvoir répondre à la tienne, alors. Tu t'en souviens ? Oui. Oui. Du coup, avec la découverte de nouvelles planètes. Est-ce que c'était déjà un test de l'astrologie ? Comment, pardon ? Est-ce que c'était déjà un test de l'astrologie, le fait qu'il y ait des nouvelles planètes qui arrivent ? C'était un peu une sorte de mise à l'épreuve, du coup. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est une question que je me suis posée en 2006-2005, au moment où on a déclassé Pluton. Parce que le fait de retirer à Pluton son statut de planète, ça fait beaucoup de bruit dans la presse. Et tout le monde s'est moqué des astrologues en disant « Ah, Pluton n'est plus une planète, comment vous allez faire maintenant ?» Alors qu'en fait, moi j'y étais, et ça changeait rien pour nous. C'est comme si, ce qu'on répondait, c'est comme si on prenait une bouteille avec une étiquette dessus, avec un liquide à l'intérieur, et puis le liquide on le laisse, mais on change l'étiquette. Nous, que Pluton se soit classé comme une planète ou pas, ça ne changeait rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser ces questions-là, notamment pour répondre aux critiques qui, à ce moment-là, venaient de la FIS. Et c'est vrai que je m'étais aussi posé le problème de ces nouvelles planètes, parce que c'est vrai qu'on peut le dire, l'intégration de chacune des nouvelles planètes, Uranus en 1786, je crois, oui, c'est ça, Neptune, ça doit être en 1800 quelque chose, et puis Pluton en 1930, moi je pense que ça n'a rien changé à l'astrologie. Et ça, c'est vrai que c'est assez terrible, c'est-à-dire que les astrologues ont intégré ça, ils ont intégré ces planètes-là, mais sans remettre en question leur système. Donc c'est... Maintenant que je suis sceptique, j'ai envie de dire, ouais, c'est un bon test pour l'astrologie pour montrer qu'en fait, elle n'est pas prête à se remettre en question. Et ce qui s'est passé, c'est que pour essayer de dépasser certaines contradictions, les astrologues ont essayé de développer de nouveaux symbolismes, histoire de dire, si on ne dit pas la même chose avec ces planètes, on ne pourra pas être vraiment en contradiction avec les anciennes, ça va venir compléter. Mais en fait, ça c'est une posture. Parce qu'il y a certaines planètes qui ont pris tellement d'importance que finalement, si ça revient à dire que auparavant on n'en tenait pas compte, donc ça pose un problème. Et notamment Pluton. Donc voilà, ça aurait pu constituer un test, mais si ça en a constitué un, ça montre que on est dans le cadre d'une croyance et qu'elle ne se remet pas vraiment en question en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bon, merci encore pour votre attention.